Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier et aujourd'hui, Claude échange avec l'un de nos auditeurs, Cédric Caillot, qui il y a quelque temps nous a adressé une série de questions concernant diverses notions de base liées à l'exploration spatiale, comme l'atterrissage et le décollage d'engins spatiaux à partir de différents astres, ou bien les différents types d'orbites et de satellites, mais aussi les planètes et les exoplanètes, entre autres. Comme toujours, Claude nous apportera son lot d'anecdotes amusantes, originales, voire même déconcertantes. Voici donc le résultat de cet échange. Merci Florent. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme vous pouvez l'imaginer, préparer un balado, ça demande beaucoup de travail, mais lorsqu'on arrive au moment de l'enregistrement, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est le grand plaisir, c'est le bonheur du résultat final. Pour vous donner une petite idée, on enregistre en ce qui me concerne le matin, il est 8h30 pour moi. Je suis en communication avec un ami français dont on va faire la connaissance dans quelques secondes. Pour lui, il est 14h30 de l'après-midi. C'est les joies du direct et les joies de... On enregistre par l'entremise de Zoom, ce qui fait que même si on est sur 2 continents, on peut se parler en direct. Eh bien, bonjour Cédric. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir au micro de Voyage dans l'espace. D'entrée de jeu, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi. Qui es-tu et qu'est-ce qui t'intéresse dans le domaine spatial? Bonjour Claude et bonjour aux auditeurs. Écoute, je suis ravi de ton invitation sur ce balado. Écoute, en quelques mots, alors moi je suis bien sûr un passionné de l'espace depuis tout petit. Voilà, un de mes livres de chevet, tu vois, quand j'étais petit, c'était un recueil de photos du magazine Life, je m'en rappelle très bien, qui reprenait des photos d'alunissage et de voyages spatiaux. Voilà, ça a été un livre que j'ai beaucoup lu, relu, et voilà, j'avais un autre livre qui parlait des dinosaures, mais c'est pas le sujet. Mais voilà, j'étais passionné par cet aspect voyage dans l'espace, et puis bien sûr, ensuite, j'ai lu pas mal de romans de science-fiction. Je me passionne beaucoup sur tout ce qui est, on va dire, cosmologie, astrophysique. Les théories relativistes, voilà, j'écoute pas mal de conférences sur ce sujet-là. Et puis voilà, pour la petite anecdote, je travaille pour une entreprise, tu vois, qui fabrique des appareils de refroidissement et de climatisation. Et parmi nos clients, on a de temps en temps des sociétés comme Airbus, Arianespace ou même SpaceX. Okay. Et donc de temps en temps je vois passer ces noms de constructeurs d'engins spatiaux, et voilà, ça me fait toujours plaisir de voir ces noms passer tous les jours, et voilà, et c'est un grand plaisir pour moi de participer à ce balado, et puis j'espère de me faire un peu porte-parole de questions d'auditeurs. D'ailleurs, c'est bien parce que c'est toi qui as eu l'idée ces derniers mois de nous suggérer des balados questions-réponses, dont celui sur les stations orbitales qui a connu beaucoup de succès. C'est une formule qui plaît beaucoup et je t'en remercie de nous l'avoir suggéré. Et d'ailleurs, ça t'a valu aujourd'hui de poser toi-même les questions auxquelles je vais répondre. D'ailleurs, justement, aujourd'hui, je vais répondre aux questions que va me poser Cédric. Des questions qui concernent différentes notions de base sur l'exploration spatiale. Et comme vous allez le constater, on va parler, je pense, de notions assez intéressantes, mais des notions qu'on n'a pas souvent l'occasion d'aborder dans nos balados. Donc, c'est une façon différente de parler d'espace en expliquant certains termes, la signification de certains mots, et aussi certaines notions de base dont on a peut-être fait allusion dans certains balados, mais là, aujourd'hui, on va les expliquer. Fait que, à toi la parole, mon cher Cédric. Eh ben merci Claude. Justement, alors peut-être pour commencer, une question qui peut paraître simple, mais on peut quand même se demander de temps en temps qu'est-ce que c'est la différence entre une fusée, un lanceur, une navette, un orbiteur. Ce sont des termes qu'on entend de temps en temps dans votre balado et ailleurs. Est-ce qu'on parle du même type d'appareil? Est-ce que c'est une distinction technique? Est-ce qu'il y a différentes fonctions? Voilà, quelle est la différence entre fusée, lanceur, navette, orbiteur? Évidemment, la fusée, je pense que tout le monde sait, c'est le moyen de transport pour aller dans l'espace. Hein. Une fusée, ça a généralement la forme d'un crayon, à peu près les dimensions d'un crayon, auquel souvent on ajoute à la base des propulseurs. Donc, les anciennes fusées, là, si vous regardez des photos des années 60, sont tous rectilignes comme un crayon. Les fusées modernes ont des propulseurs de chaque côté. La différence entre fusée et lanceur, le lanceur, c'est synonyme de fusée. On peut dire qu'Ariane est une fusée ou un lanceur. Lanceur, c'est un terme qui est arrivé plus dans les années 70-80. C'est un terme, je dirais, peut-être un peu plus noble. Une fusée, c'est un engin mécanique. Le lanceur, c'est quelque chose qui lance des satellites
dans l'espace, mais c'est des synonymes essentiellement. Quant à navette, quand on parle de navette, ben, ça sous-entend un véhicule qui fait la navette entre la Terre et l'espace. Donc, la navette revient sur Terre. Les fusées, c'est un vol, elle est simple, si je peux dire, quand vous lancez une fusée Ariane, elle va placer ses satellites en orbite, il n'y a pas de retour sur Terre. Dans le cas de la navette, on pense évidemment à la navette spatiale, c'était un véhicule qui fait la navette entre la Terre et l'espace, donc qui va plusieurs fois dans l'espace et qui revient sur Terre. Ça, c'est la notion très importante, la nécessité de revenir, ce qui n'est pas le cas des fusées ou des lanceurs, comme les fusées de SpaceX ou d'Ariane, ils ne reviennent pas sur Terre, on s'en débarrasse une fois leur mission de lancement accompli. Quant à l'orbiteur, ben ça a deux sens. L'orbiteur, c'est dans le cas, mettons, si on parle d'une navette spatiale, ben c'est l'étage qui se place en orbite autour de la Terre et qui va revenir sur Terre. Dans le cas de la navette, on a tous en tête, je pense, l'espèce d'avion, l'appareil qui ressemble à un avion un peu trapu qui revenait sur Terre. Il y a aussi les navettes, on en a parlé justement dans un balado récemment. Il y a deux petites navettes américaines et chinoises qui sont des navettes secrètes, militaires. Donc, l'orbiteur se place en orbite et revient sur Terre. C'est la partie qui revient sur Terre. L'orbiteur peut avoir un autre sens aussi, c'est quand on parle de sonde spatiale, on parle des fois d'orbiteur dans le sens de sondes qui sont en orbite autour de la Lune, autour de Mars, etc. Donc, il y a des sondes orbitales, des orbiteurs, puis il y a des sondes qui se posent sur les planètes. Mais essentiellement, l'orbiteur, c'est dans le cas de ce qui nous concerne, les vols sur Terre, c'est la partie qui se place en orbite autour de la Terre et qui revient sur Terre avec son équipage ou des équipements scientifiques. Alors justement, tu parles d'orbiteur, on parle parfois de station orbitale, de complexe orbital ou de module orbital. Est-ce qu'il y a une différence entre ces termes-là? Effectivement, il y a des petites nuances. Une station orbitale, c'est un engin qu'on place en orbite autour de la Terre qui va y demeurer longtemps, plusieurs années, et qui permettent de rester, d'envoyer des équipages qui vont rester longtemps dans l'espace, plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est la différence par rapport aux capsules spatiales. Les capsules, ce sont de petits vaisseaux spatiaux qui, normalement, vont rester en orbite quelques jours ou quelques semaines, ou quelques mois s'ils sont accrochés à une station orbitale. Mais la station orbitale, ça permet de rester dans l'espace durant des mois, comme par exemple la Station spatiale internationale. Quand on parle de complexe orbital, là, c'est une toute petite nuance. Un complexe orbital, on sous-entend que c'est plus complexe qu'une station orbitale. C'est-à-dire qu'à l'origine, une station orbitale, c'était souvent composée d'un seul module. On pense au Salyut, par exemple, ou on pense au Skylab. Quand on a commencé à assembler des modules, à faire une station multimodulaire, on pense à la station Mir, là, on s'est mis à parler de complexe orbital. Et si vous avez en tête l'image de la Station spatiale internationale, ça, c'est un véritable complexe orbital parce que c'est une structure extrêmement complexe. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Quand les astronautes sortent de la Station spatiale internationale, ils sont presque perdus tant que c'est complexe, tant que c'est. Il faut dire qu'ils ont le nez collé sur la structure et c'est pas évident de savoir où ils sont exactement. Il y a des inscriptions qui leur disent vous êtes à tel endroit de la station, à l'extérieur de la station, il y a le centre de contrôle, mais les astronautes vont dire quand vous êtes dehors, c'est tellement complexe, il y a des poutrelles dans toutes les directions que c'est pas facile de se retrouver. On est vraiment dans un complexe orbital, on pourrait dire qu'ISS porte très très bien son nom. Quand on parle de complexe orbital, on parle par exemple de la station Mir, on parle de la Station spatiale internationale et on parle aussi de la Station spatiale chinoise Tiangong 3. On parle aussi des fois de module orbital. Ça a deux sens. Le module orbital, ça peut être une composante d'une station spatiale. Par exemple, si on pense à la Station spatiale internationale, les Européens ont un module orbital qui s'appelle Columbus, qui est un laboratoire. Les Japonais ont leur propre laboratoire Kibo. Donc, un module orbital, c'est une portion d'une station spatiale, d'un complexe orbital. Mais aussi, on pense que à la suite, lorsque la Station spatiale internationale arrivera à terme, elle va être remplacée par des petites stations orbitales privées qui vont souvent être composées d'un seul module. Et là, on pourra parler d'un module orbital plutôt que d'un complexe orbital. Ce sera des stations peut-être composées de deux modules, mais beaucoup, beaucoup plus simples que l'ISS.
Et là, on parlera de module orbital en disant une station assez simple dans laquelle des astronautes vont aller peut-être séjourner quelques jours, peut-être une semaine pour mettre au point, installer des expériences scientifiques qui vont ensuite fonctionner par elles-mêmes. Et les modules orbitales seront visités peut-être à tous les 2-3 mois pour changer le matériel, récupérer les expériences scientifiques. Donc, ça va avoir l'idée qu'il y aura eu des complexes orbitales, donc des stations très, très complexes, et des modules orbitales, donc des stations beaucoup plus simples. D'accord. Alors être en orbite, c'est bien. Est-ce que tu peux, avant, nous réexpliquer qu'est-ce qu'il faut pour se rendre dans l'espace? Je veux dire, on imagine qu'il faut une brosse à dents, un bon pyjama, mais qu'est-ce qu'il faut pour être propulsé au bon endroit dans l'espace? En fait, là, c'est drôle à dire, mais essentiellement, ce qu'il faut pour aller dans l'espace, c'est acquérir une vitesse. Aller dans l'espace, c'est pas une question d'altitude, de dire une fois rendu à telle altitude, c'est une question de vitesse. Et il faut atteindre la vitesse de 28 000 km/h, ce qui est énorme. Hein? 28 000 km/h, c'est 8 km à la seconde. Je dis toujours, pensez dans votre tête là, à une distance de 8 km par rapport à chez vous. Peut-être que c'est votre lieu de travail. Là. Bien, imaginez que dans l'espace, vous franchissez cette distance-là, 8 km en une seconde. Ça exige évidemment beaucoup d'énergie pour acquérir cette vitesse-là. Et c'est ce que confère une fusée, c'est-à-dire qu'au décollage, contrairement par exemple à un avion qui s'envole doucement et qui atteint une certaine altitude à une certaine vitesse, dans le cas du lancement d'un satellite ou d'un engin spatial, il faut atteindre la vitesse de 28 000 km/h. Ça demande donc beaucoup d'énergie. Et donc, c'est toujours se rappeler que ce n'est pas une question d'altitude. Ce n'est pas parce que vous êtes à 400 km d'altitude que vous êtes dans l'espace, vous êtes encore dans l'atmosphère terrestre. C'est lorsque vous atteignez la vitesse de 28 000 km que vous êtes dans l'espace. Il n'y a pas de frontière entre l'espace et la Terre. On ne peut pas dire, là, il y a une frontière entre la France et vos pays voisins, il y a une frontière entre nous et les États-Unis. Dieu merci d'ailleurs. Mais dans le domaine spatial, dans l'espace, il n'y a pas de frontière. D'ailleurs, les juristes essaient d'établir une frontière en disant où commence l'espace, où finit l'espace aérien. Parce que l'espace aérien appartient au pays, l'espace spatial appartient à personne, et il n'y a pas de frontière. On va dans l'espace à partir du moment où on voit la vitesse de 28 000 km/h. Toujours se rappeler ça. Alors, on dit qu'une fusée ou une navette, souvent on entend qu'elle transporte une charge utile. Est-ce que tu peux nous préciser de quoi il s'agit et pourquoi on parle plutôt de charge utile que de satellite ou d'autre chose? Qu'est-ce que c'est que cette charge utile? Exactement. En fait, charge utile, c'est un thème un peu plus vaste. C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, que Ariane transporte des satellites, ce qui est tout à fait le cas, mais on peut transporter autre chose aussi. Entre autres, certaines fusées, on pense aux fusées de SpaceX, transportent des capsules avec des humains. Il y a parfois des fusées qui transportent des expériences scientifiques ou des opérations particulières. Donc, charge utile, c'est un terme général pour dire qu'une fusée peut placer des satellites, peut placer des capsules avec des astronautes, peut placer des expériences scientifiques. Donc, la charge que doit transporter une fusée peut être composée de différents types d'engins. Donc, c'est pour ça qu'on parle de façon générale la charge utile. Évidemment, le mot utile veut dire la charge qui sert à quelque chose. On n'envoie pas une fusée dans l'espace juste pour le plaisir de lancer des fusées, mais on transporte une charge utile qui peut être à la fois un satellite, une sonde spatiale, une capsule, des expériences scientifiques, etc. D'accord, et donc j'imagine que plus on veut envoyer de matériel ou d'hommes dans l'espace, plus il faut de propulsion. Et évidemment, il n'y a pas de station essence dans l'espace ou de station de recharge d'énergie. C'est tout le problème, c'est quand vous lancez un engin spatial, vous devez emporter tout ce qui est nécessaire pour réaliser sa mission en termes de carburant, d'énergie, etc. Évidemment, si vous lancez un petit satellite, un engin de quelques dizaines, centaines de kilos, ça prend une fusée de puissance moyenne. C'est ce qu'on fait depuis 1957. Lorsque vous lancez des humains, là, c'est autre chose, parce que l'humain, vous devez emporter tout ce qu'il a besoin pour le maintenir en vie. Donc, il faut faire apporter non seulement l'atmosphère qui va servir, mais le carburant, l'énergie électrique, la nourriture, etc. C'est donc beaucoup plus complexe d'envoyer des humains. Un satellite, comme ceux que lance par exemple une fusée Ariane, souvent ça pèse quelques tonnes, peut-être une tonne ou deux. Vous avez pour ça un satellite de télécommunication, un satellite de météo, etc. Lorsque vous envoyez des humains dans l'espace, là, on parle d'un engin qui pèse souvent entre 5 et 10 tonnes. Une capsule spatiale, parce que là, vous devez apporter beaucoup de matériel. Et effectivement, un des problèmes qu'on a dans l'espace, c'est qu'il
Il n'y a pas de station-service, donc vous devez emporter tout le carburant dont vous avez besoin. Il n'y a pas non plus de boutique de réapprovisionnement, là, de drugstore ou de... Ici au Québec, on dit des dépanneurs, là, un magasin où vous pouvez acheter si vous avez oublié votre lait ou vous avez besoin d'une pinte d'eau. Dans l'espace, il faut emporter tout ce qu'on a besoin, surtout quand on envoie des humains, pour que l'humain accomplisse sa mission et revienne sur Terre. C'est donc tout un défi pour les ingénieurs qui doivent dire, une fois rendu dans l'espace, si on a oublié quelque chose, ça va poser problème. Donc, il faut penser à l'avance à emporter tout ce qu'on a besoin. On pense de plus en plus à installer des stations d'essence dans l'espace pour réapprovisionner les satellites. Mais encore là, ça veut dire que des fusées vont devoir emporter le carburant qui va être installé dans les stations-service pour ensuite que des satellites viennent s'approvisionner. Donc, c'est tout un casse-tête, mais éventuellement, il y aura peut-être des postes d'essence. Mais c'est une technologie assez complexe, d'autant plus qu'il faut s'arrimer à ce poste d'essence-là, ce qui n'est pas nécessairement une chose facile, dépendamment du type d'orbite sur laquelle on est. Donc, pour l'instant, dans le fond, là, aller dans l'espace, c'est un peu comme si vous faisiez un voyage. Si vous venez, par exemple, je pense à mes amis français, si vous venez en Amérique, si vous deviez, dès le départ, emporter tout ce que vous avez besoin, y compris votre nourriture, parce qu'ici, en Amérique, il n'y a rien. Ça poserait des problèmes très, très complexes par rapport au fait que vous prenez l'avion, vous venez ici, et ici, il y a tout ce que vous avez besoin, comme vice-versa quand nous, on va en Europe. Ouais, d'accord. Donc, si je te suis bien, pour lancer un vaisseau spatial dans l'espace, il faut bien sûr tenir compte de la masse, de la charge utile qu'on veut envoyer. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres facteurs dont on doit tenir compte quand on s'envole depuis la Terre? Il y a plusieurs facteurs. Hein. Le premier, puis ça peut surprendre un peu, la météo. Oui. Les fusées, les lanceurs sont très sensibles aux phénomènes météo. Par exemple, on ne lance pas de fusée par mauvais temps. Hein? S'il pleut, s'il y a des orages, on ne lance pas. Il faut nécessairement qu'il fasse beau. Ce qui n'est pas le cas des avions, par exemple. Mais pire que ça, c'est qu'on ne lance pas s'il y a risque d'orage. Des fois, là, moi j'ai assisté à certains lancements où je les vois sur Internet. Il fait très, très beau sur le lieu, mais à quelques kilomètres, il y a des phénomènes météo, il y a des orages en développement. On ne lance pas. Il faut qu'il fasse très, très beau. Le vent aussi, ça peut paraître surprenant, mais les fusées sont assez sensibles au vent. Et s'il y a des vents, par exemple, en altitude assez importants, on ne lance pas. Ce qui fait que vous pouvez être au sol, vous assistez au lancement, comme ça m'est arrivé, et la fusée ne s'envole pas parce qu'il y a des vents en altitude, alors que nous, sur Terre, au sol, il fait très, très beau. Un autre phénomène qu'il faut tenir compte, c'est ce qu'on appelle la fenêtre de lancement. On ne s'envole pas quand on veut. Vous savez, en avion, normalement, on prend l'avion, il doit s'envoler à telle heure, et si jamais il y a un problème, ça peut être retardé d'une demi-heure, une heure le vol, il n'y a pas de problème. Dans le cas d'un lancement de fusée, par exemple, si vous voulez rejoindre la Station spatiale internationale, il faut partir à un moment très précis. C'est ce qu'on appelle la fenêtre de lancement. Dans certains cas, une fenêtre de lancement, ça peut durer 30 secondes, 1 minute. Vous avez 30 secondes, 1 minute pour partir. Parfois, ça peut être une demi-heure, 1 heure. Parfois, ça peut être 2 heures, 3 heures, dépendamment du type d'orbite que vous visez. Une question aussi d'éclairage. On veut des fois partir pour être une orbite qui a un certain type d'éclairage et cet éclairage-là va être duré pendant, mettons, 1 heure. Ça fait qu'il y a toujours la notion de fenêtre de lancement qui est généralement une période assez courte, de l'ordre d'une demi-heure, 1 heure, qui fait que parfois, vous êtes prêt à vous envoler, il y a, mettons, des vents à haute altitude, on espère que ces vents-là vont s'atténuer, et malheureusement, ce n'est pas le cas, et la fenêtre de lancement se ferme. Autre problème, quand vous lancez, il ne faut pas qu'il y ait d'appareils d'avion dans les environs. Or, quand il y a un lancement, il y a des gens qui veulent assister au lancement, depuis le sol. Certains veulent, par exemple, prendre un avion, un hélicoptère, puis le voir depuis le ciel. Il faut dégager une forte zone. Et ça arrive, la même chose pour les bateaux, parce que souvent, les bases de lancement sont à proximité de l'eau. Là, on pense à Kourou, on pense à Cap Canaveral. Des fois, il y a des bateaux qui veulent s'approcher un peu trop. Alors, quand je dis un peu trop, ça peut être à 2 km de la fusée pour la voir s'envoler. Et là, vous êtes dans la zone dangereuse pour la fusée. Donc, des fois, les lancements sont retardés parce qu'un intrus a voulu s'approcher un peu trop proche. Quand je parle trop proche, je parle en termes de kilomètres. Et la fenêtre de lancement se ferme et le tir est reporté le lendemain. Il y a aussi un détail intéressant. Évidemment, quand vous lancez une fusée, on s'envole depuis la Terre, on est dans l'atmosphère. Il y a un concept qu'on entend souvent parler au décollage. On appelle ça le max Q, maximum Q. C'est une période qui survient à peu près à 1 minute du décollage. C'est un phénomène assez intéressant.
Quand la fusée s'envole, bon, au départ, la vitesse est de 0. Plus la fusée acquiert de la vitesse, plus la pression atmosphérique augmente. Plus la pression sur la fusée, la pression de l'air, plus vous allez vite, hein? On le voit en auto, on le voit en motocyclette, par exemple. Plus vous allez vite, plus vous allez avoir une friction d'air. Cette pression-là s'exerce sur la fusée. Plus la fusée augmente sa vitesse, plus la pression augmente. Par contre, plus la fusée monte en altitude, moins il y a d'air, donc moins il y a de pression. Autrement dit, si vous me suivez bien, il arrive un moment donné où la pression est maximale entre la vitesse de la fusée et la pression d'air. C'est là que la fusée subit le stress maximal de son lancement. Après cette phase-là, la vitesse continue d'augmenter, mais la pression diminue parce qu'il y a de moins en moins d'air. C'est la phase critique du lancement qu'on appelle Max Q. M-A-X, Q. Q, c'est la lettre pour les ingénieurs qui parlent de pression aérodynamique sur un avion, par exemple, ou sur une fusée. Donc, ça, c'est quand vous entendez lors d'un lancement d'Ariane, par exemple, Max Q, ça veut dire que c'est à ce moment-là que la fusée subit le plus grand stress de son lancement. Et une fois que le Max Q est passé, ben là, les ingénieurs soufflent un peu plus parce que la fusée va subir de moins en moins de stress jusqu'à arriver dans l'espace où, évidemment, il n'y a pratiquement pas d'air. Donc, au décollage, il faut vaincre la gravité terrestre et il faut vaincre la pression que va exercer l'atmosphère sur la fusée qui acquiert de plus en plus de vitesse. Alors, on parle de décollage depuis la Terre, mais est-ce que c'est la même chose depuis la Lune, par exemple? On a envoyé des engins là-bas qui ont redécollé, qui sont revenus sur Terre. Est-ce que c'était les mêmes paramètres à prendre en compte? Bien, évidemment, c'est un peu différent. D'abord, évidemment, sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de météo, donc ça, c'est pas un problème. On s'évite, évidemment, d'avoir des problèmes de météorologie. Il n'y a pas, évidemment, le phénomène du Max Q que je viens d'expliquer puisqu'il n'y a pas d'atmosphère. Mais ce qu'il faut savoir sur la Lune, c'est que d'une part, il faut tenir compte aussi des fenêtres de lancement. Par exemple, normalement, si on pense aux missions Apollo, mais dans la mission Artemis, ça va être la même chose. Si vous êtes sur la Lune, vous devez aller rejoindre un véhicule qui est en orbite autour de la Terre, autour de la Lune, une capsule qui est en orbite autour de la Lune. Donc, il faut partir à un moment assez précis. Les astronautes vont donc avoir quelques minutes pour s'envoler, sinon, il va falloir attendre l'orbite suivante, peut-être l'équivalent de 2 heures pour un prochain rendez-vous. Même chose si jamais vous voulez vous envoler de la Lune pour arriver directement vers la Terre, comme par exemple lorsqu'on transporte des échantillons qu'on veut rapporter sur Terre. Là aussi, il faut tenir compte du lancement. On ne s'envole pas, quand on veut aller dans l'espace, on ne s'envole pas à partir de la Terre quand on veut, comme on le fait avec les avions. Ben, quand on est sur la Lune, on ne s'envole pas non plus lorsqu'on veut. Il faut tenir compte d'un moment précis selon l'objectif que l'on vise. Une autre contrainte quand vous êtes sur la Lune, c'est que quand on lance une capsule depuis la Terre, il y a des centaines d'ingénieurs qui, pendant des semaines, préparent le lancement, s'assurent que le véhicule est en parfait état. Lorsque vous envolez de la Lune, il n'y a personne pour vous préparer. Si on pense aux astronautes d'Apollo, il n'y avait pas l'assistance. Il y avait l'assistance radio de Houston, évidemment, mais il n'y a pas de technicien au sol sur la Lune qui s'assurait que votre véhicule est en parfait état. Il faut donc que les astronautes vérifient par eux-mêmes le bon état de leur véhicule. Et évidemment, ils ont beaucoup moins de moyens techniques que les ingénieurs au sol qui peuvent ausculter la fusée de A à Z pour s'assurer. Donc, on n'a pas le même service de lancement qu'on a depuis la Terre. Autre petite particularité, la gravité sur la Lune, c'est 1/6 de celle de la Terre. Donc, le vaisseau est 6 fois moins pesant sur la Lune qu'il est sur Terre. Donc, ça demande déjà beaucoup moins d'énergie. D'ailleurs, si vous avez vu des films du lancement des modules lunaires Apollo, le 2e étage, il y a simplement un petit moteur fusée qui dégage un tout petit peu de panache de fumée pour s'envoler. On a presque l'impression que la partie supérieure du module lunaire s'élevait comme un ascenseur, comme s'il y avait un câble qui levait la chose. Tellement ça prend peu d'énergie de s'envoler de la Lune parce que justement, il n'y a pas d'atmosphère à vaincre et la gravité est 6 fois moindre. Donc, c'est un phénomène beaucoup plus facile de s'envoler sur la Lune, même si on n'a pas l'apport des techniciens pour s'assurer que notre vaisseau est en parfait ordre au moment du décollage. Et alors, si on se projette un petit peu, et c'est peut-être pas si loin que ça, un jour, on aura peut-être à s'envoler depuis la planète Mars. Il y a d'ailleurs, je crois, des missions qui sont prévues pour aller récolter des échantillons et les ramener sur Terre. Je suppose que les conditions depuis Mars pour redécoller de cette planète vont être légèrement différentes, voire très différentes. Ben, effectivement, ce qui est intéressant sur Mars, on sait qu'il y a une atmosphère.
une atmosphère qui est 100 fois plus ténue que celle de la Terre. Donc, il y a moins le problème de vaincre l'atmosphère martienne. Il n'y aura probablement pas le phénomène du max Q comme on a sur Terre. Il y a possiblement des problèmes météo, mais encore là, l'atmosphère étant très, très dense, très ténue plutôt, il n'y a pas beaucoup de... Il y a du vent sur Mars, mais c'est un vent très, très doux. Il n'y a pas les tempêtes comme on a sur Terre, la densité de l'atmosphère. Mais il faut quand même tenir compte, il va falloir quand même tenir compte de la météo. Et pour ceux qui auraient vu le film Seul sur Mars avec Matt Damon, au début du film, là, je ne vendrai pas de suspense, là, au début du film, l'équipage doit s'envoler d'urgence parce qu'il y a une tempête qui est en train de se développer sur Mars et il s'envole tellement rapidement qu'il oublie un des astronautes sur la planète Mars, Matt Damon. Cet aspect-là est irréaliste à deux niveaux. D'abord, il n'y a pas une tempête sur Mars comme il y a des tempêtes sur la Terre. L'atmosphère est beaucoup trop ténue. En même temps, s'il y avait une tempête sur Mars, comme sur Terre, on ne s'envole pas en pleine tempête. Évidemment, il fallait faire un bon film d'Hollywood, là, mais en pratique, si c'était une vraie situation sur Mars, l'équipage attendrait dans le vaisseau que la tempête passe avant de s'envoler. Bon, évidemment, si ça avait été le cas, ils n'auraient pas oublié d'astronaute sur la Lune, il n'y aurait pas eu de film, là, mais juste pour vous dire que cette scène-là est absolument pas réaliste. L'autre chose, on peut dire que la gravité de Mars est le quart de celle de la Terre, donc un vaisseau martien pèse 4 fois moins lourd que s'il était sur Terre. Ça va donc faciliter le décollage. Et il faut évidemment tenir compte, encore là, des fenêtres de lancement. Si vous êtes sur Mars et que vous devez aller rejoindre un vaisseau qui est en orbite autour de Mars, ben c'est la même chose que si vous devez aller rejoindre la Station spatiale internationale depuis la Terre ou un module orbital qui serait autour de la Lune. Donc, il faut partir à un moment assez précis pour aller rejoindre le vaisseau qui nous attend en orbite terrestre, en orbite martienne. Et si c'était un vol direct vers la Terre, encore là, on ne s'envole pas n'importe quand. C'est un peu comme quand vous voulez partir de la Terre pour aller sur Mars. On sait qu'il y a une fenêtre martienne qui dure quelques semaines à tous les 26 mois lorsqu'on part de la Terre. Ben, ça va être la même chose. Si vous êtes sur Mars et vous voulez revenir sur Terre, vous ne pouvez pas partir n'importe quand au moment où, bon, il faut une question d'alignement des planètes. Toujours se rappeler que la différence, je dirais, entre le vol spatial, que ce soit de la Terre, de la Lune ou de Mars, et un vol en avion, les avions décollent quand ils veulent, aux heures. Il n'y a pas de contrainte entre Paris et Montréal pour s'envoler, mais il y a beaucoup de contraintes lorsque vous êtes sur un astre et que vous voulez vous envoler pour aller en direction d'un autre astre. Il faut vraiment tenir compte de la position des astres les uns par rapport aux autres. Il y a des fenêtres et des fenêtres sont souvent très contraignantes. Et alors, puisque tu parlais de films hollywoodiens qui décollent de Mars, il y en a d'autres qui font décoller des équipages depuis des astéroïdes ou des comètes. Alors, c'est différent aussi, j'imagine, dans la réalité. Exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait se poser certaines petites sondes sur des comètes, une sonde européenne, entre autres, et sur des astéroïdes pour prélever des échantillons. Le problème, il est presque l'inverse. Sur un astéroïde de quelques kilomètres de diamètre ou sur une comète, il n'y a presque pas de champ de gravité. Vous n'avez pas à vaincre la gravité de l'astre. En fait, il y a tellement peu de gravité que, le contraire, c'est difficile de s'y poser puis de rester posé parce qu'il n'y a rien qui vous retient à la surface. Ce qui fait que s'envoler de cet astre-là, c'est très facile. Vous pourriez, si c'était un humain qui était sur la planète, vous pourriez donner littéralement un petit air d'aller puis il s'envolerait parce qu'il n'y a presque pas de gravité. La gravité, c'est une fraction d'un centième, d'un millième de la gravité qu'on a sur Terre. Donc, s'envoler d'un petit objet, ça ne pose pas de problème. Évidemment, il n'y a pas de problème de météo, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de max Q. Et c'est toujours encore là la question de la fenêtre. Si vous êtes sur un astéroïde que vous voulez revenir sur Terre, ben, il faut s'envoler au bon moment pour arriver à destination au bon moment. Donc, il y a toujours le phénomène des fameuses fenêtres de lancement qui gouvernent tout ce qui se fait dans le domaine spatial. Et si on se rapprochait un petit peu du Soleil, disons, on souhaite décoller depuis Vénus. Quelles conditions on aurait à affronter au décollage? Comme on l'a déjà rapporté, Vénus, c'est un enfer. Hein? Il y a une atmosphère 100 fois plus dense que celle de la Terre. La température à la surface de Vénus est de l'ordre de 450 degrés Celsius. C'est un enfer, Vénus. La gravité est la même que sur Terre. Hein? La taille de Vénus est celle de la Terre, donc la gravité est la même, mais l'atmosphère est 100 fois supérieure. Ce serait extraordinairement difficile de s'envoler de Vénus étant donné les conditions infernales qui y règnent. Je pense que actuellement, ce serait, même si on voulait le faire avec une sonde automatique, je pense qu'on n'aurait pas les moyens
tellement les conditions sont rigoureuses. Ça serait tout un défi, justement, à cause de l'épaisse atmosphère. Évidemment, il y a des phénomènes météo dont on ne peut pas vraiment vous parler parce que les quelques fois on a envoyé des sondes sur Vénus, elles ne survivent qu'à peu près 1 heure. Il fait tellement chaud, la pression est telle que la sonde ne peut, le matériel électronique littéralement rôti ou est écrasé par la pression atmosphérique. De sorte qu'on n'a pas vraiment idée de la météo qui est à la surface de Vénus. Il y a des courants d'air importants, il y a une atmosphère très intense. Les conditions doivent être vraiment très, très surprenantes. On a une idée théorique, là, mais il n'y a jamais de sondes qui ont passé plusieurs semaines à la surface de Vénus pour nous renseigner un peu quel genre de météo se trouve à la surface. Ce serait tout un défi, parce qu'évidemment, un jour, on aimerait probablement ça, aller recueillir des échantillons. Il n'est pas question d'envoyer des humains sur Vénus, mais peut-être qu'un jour, on aimerait ça récupérer des échantillons de la planète Vénus et de les rapporter sur Terre. Ça, c'est un rêve que peut-être nos arrière-petits-enfants vont pouvoir réaliser, mais ce n'est pas quelque chose qui est techniquement possible aujourd'hui. D'accord, alors Vénus, très difficile. Si on se rapproche encore un petit peu du Soleil, Mercure, est-ce qu'on est aussi sur des conditions difficiles? Ben, Mercure, hein, si on regarde les photos que les sondes nous ont rapportées de Mercure, ça ressemble beaucoup à la Lune. Hein, c'est un astre qui a à peu près la taille de la Lune. Évidemment, donc, c'est un peu les conditions lunaires. Il n'y a pas d'atmosphère, la gravité est plus faible. Ça ne poserait pas trop de problèmes. Par contre, sur Mercure, il fait très, très chaud. Hein. La température moyenne sur Mercure, c'est de l'ordre de 160 degrés Celsius. Il fait donc très chaud. On pourrait théoriquement, relativement facilement, aller recueillir des échantillons de Mercure et les rapporter sur Terre. Là. Ça serait, je pense, presque plus facile d'aller recueillir des échantillons sur Mercure que sur Mars. Mais, par contre, on est près du Soleil, donc il fait déjà très chaud. Et si on voulait revenir sur Terre, mettons, la sonde, on veut qu'elle nous rapporte des échantillons de Mercure, il va falloir vaincre la gravité du Soleil. C'est-à-dire, il va falloir trouver moyen de s'éloigner du Soleil pour revenir jusqu'à la Terre, ce qui demanderait beaucoup d'énergie. Théoriquement, donc, ça serait facile de s'envoler de Mercure, mais ça serait assez difficile de revenir vers la Terre. Ça demanderait beaucoup d'énergie. Je pense que si on voulait le faire, on serait en mesure de le faire, mais ça serait un peu à la limite de nos capacités technologiques actuelles. Mais ça se ferait. Mmh. Et alors, si on va de l'autre côté et qu'on se dit, on va essayer d'avoir moins de contraintes d'attraction du Soleil, du côté peut-être de Jupiter, Saturne, Uranus ou Neptune, est-ce que ce serait pas plus facile de se rendre là-bas et de redécoller? Le problème, hein, c'est qu'on ne peut pas se poser sur Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune parce qu'il n'y a pas de surface. Ce sont on le dit souvent, c'est des planètes, ce sont des boules de gaz. Gaz qui devient très, très dense au centre. Là, on n'a pas idée ce que c'est, mais il n'y a pas de surface en tant que telle. Fait qu'on ne peut pas se poser sur ces planètes-là. Donc, pas besoin de décoller non plus. Ce qu'on pourrait peut-être faire un jour, c'est aller recueillir de l'atmosphère de ces planètes-là, d'envoyer une sonde qui pénètre dans l'atmosphère, qui descend peut-être à quelques centaines de kilomètres, recueille une parcelle d'atmosphère et nous la rapporte sur Terre. Fait que ça serait relativement facile de faire ce genre d'opération-là, mais comme il n'y a pas de surface, on n'ira jamais à la surface de ces planètes-là. Ce sont des boules de gaz et on n'en décollera non plus jamais. D'accord. Et alors, puisque tu parles de se poser, effectivement, j'imagine que c'est une manœuvre assez complexe pour qu'un engin spatial ne s'écrase pas à la surface d'un astre, une surface solide, ou qu'il ne dépasse pas son objectif et se perde dans l'espace. Comment il faut faire pour qu'un engin puisse se poser, je dirais, en douceur? Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'image qu'on en a, puis nous ont montré parfois des films d'Hollywood, c'est comme si se poser sur un astre, que ce soit même sur la Terre, c'est un peu comme des pilotes d'avion qui descendent tranquillement, qui vont se poser où ils veulent, quand ils veulent. C'est pas comme ça que ça se passe dans le domaine spatial, dans l'espace. Parce que vous êtes toujours en orbite, vous êtes toujours sur une trajectoire orbitale. L'idée, à ce moment-là, c'est de gérer votre vitesse pour faire en sorte qu'au moment où vous arrivez au sol d'un astre, votre vitesse soit de 0. Je m'explique. Si on rentre dans l'atmosphère terrestre, on rentre à vive allure, on ne pilote pas comme un appareil, comme un avion, mais il faut s'arranger pour perdre sa vitesse, pour lorsque vous arrivez au sol sur Terre, la vitesse soit 0. Même chose quand vous arrivez sur la Lune. Vous arrivez avec une certaine vitesse à la Lune, il faut gérer cette vitesse-là pour arriver au sol à vitesse 0. C'est toujours, donc, se poser, c'est pas comme un pilote d'avion qui décide de se poser au moment où il le veut. C'est toujours une question de gérer sa vitesse
vous abordez un astre avec une certaine vitesse et vous devez faire en sorte, et on va en parler, je pense, dans les prochaines minutes, vous devez faire en sorte que lorsque vous arrivez au sol de cette planète-là, votre vitesse soit 0. C'est toujours une question de gestion de vitesse. Mm-hmm. Ouais, donc on comprend bien que la vitesse, c'est un élément capital à la fois au décollage et à l'atterrissage. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on doit tenir compte pour se poser sur un astre? Si on revient sur la Terre, qu'est-ce qui peut poser problème éventuellement? Vous savez, si on est en orbite autour de la Terre, je disais en début de balado qu'il fallait acquérir la vitesse de 28 000 km/h pour se placer en orbite autour de la Terre. Lorsque vient le temps de revenir sur Terre, il faut perdre cette vitesse-là. Je reviens à la question de gérer notre vitesse. Donc, vous entrez dans l'atmosphère à la vitesse de 28 000 km/h. Sur une période d'à peu près 10 minutes, vous devez gérer cette vitesse-là pour arriver au sol à vitesse 0. On peut utiliser des parachutes, on peut utiliser des moteurs fusées pour ralentir, on peut utiliser différents processus. L'idée, c'est que vous gérez votre vitesse en traversant l'atmosphère. D'ailleurs, l'atmosphère terrestre offre comme avantage la friction. La capsule qui rentre dans l'atmosphère entre à vive allure. La friction lui fait perdre sa vitesse sous forme d'énergie. C'est pour ça que la capsule devient rouge, devient très, très... La vitesse se transforme en chaleur. Donc, vous gérez votre vitesse d'abord par la friction, ensuite par des parachutes, et finalement, au sol, vous pouvez utiliser des rétrofusées pour ralentir votre vitesse à la dernière seconde. Quand vous êtes en orbite autour de la Terre, votre vitesse est de 28 000 km/h que vous devez perdre. Si vous venez de l'extérieur de la Terre, par exemple, si vous venez de la Lune, là, vous entrez dans l'atmosphère à la vitesse de 40 000 km/h. Je dis 40 000 km/h parce que si vous voulez vous quitter la Lune, si vous voulez quitter la Terre, vous envoler vers la Lune, vous devez acquérir la vitesse de 40 000 km/h. Même chose, si vous voulez vous en aller vers Mars, vous devez acquérir la vitesse de 40 000 km/h. C'est donc dire que lorsque vous revenez sur Terre, bien, vous avez cette vitesse-là que vous devez perdre. Donc là, vous devez gérer une perte de vitesse non pas de 28 000 km/h, mais de 40 000 km/h, ce qui est encore beaucoup plus exigeant. Toujours garder à l'esprit, il faut gérer la vitesse de sorte que lorsque vous arrivez au sol, votre vitesse, elle est de 0. Mm-hmm. Alors, juste un dernier détail. Dans le cas de la Terre, lorsque vous arrivez à vous poser sur Terre, vous avez le choix de deux surfaces. Hein. Vous pouvez soit vous poser sur la terre ferme ou dans les océans. Évidemment, si vous posez dans les océans, ben, l'eau va absorber une partie de l'impact, donc vous avez moins besoin. Vous pouvez arriver sur l'océan à une vitesse de quelques dizaines de kilomètres heure, l'eau va absorber le choc. Si vous arrivez sur la terre ferme, ben, il vaut mieux que votre vitesse soit proche de 0. Ouais. Et alors sur la Terre, bah, tu l'as bien expliqué, on peut se servir de parachute pour ralentir freiner sa vitesse, descendre sa vitesse, grâce à l'atmosphère. Sur la Lune, c'est peut-être plus compliqué parce que on n'a pas d'atmosphère, on sait que c'est difficile d'allunir finalement. On a d'ailleurs des exemples récents de sondes qui ont tenté d'atterrir ou d'allunir plutôt, et ça a été compliqué. Pourquoi c'est si difficile sur la Lune? C'est vrai que c'est étonnant, hein? Surtout qu'on dit dans les années 60, on se posait sur la Lune. Comment se fait-il qu'en dans les années 2020, ce soit si difficile? Évidemment, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, donc vous ne pouvez pas vous servir de l'atmosphère pour freiner votre vaisseau spatial. Vous ne pouvez pas vous servir de parachute. Donc, on se sert essentiellement de moteurs fusées. Vous ralentissez votre vitesse avec des moteurs fusées. Le problème que pose un atterrissage sur la Lune, c'est que la surface lunaire, elle est extrêmement accidentée. Hein? Vous voyez des photos, il y a des cratères partout. Des cratères de toute taille. Hein? Il y a des grands cratères dans lesquels il y a des petits cratères, dans lesquels il y a des petits cratères, il y a des crevasses. Nulle part sur la Lune, il y a une surface plane. Nulle part sur la Lune, il y a une surface non accidentée. Alors que sur Terre, bon, les océans seraient une surface relativement plane. Hein? Il y a des plaines, il y a des déserts. Il n'y a pas ça sur la Lune. Il y a des déserts. Le désert du Sahara, c'est relativement plat. Sur la Lune, c'est un désert de roches, mais c'est très, très accidenté. Ce qui fait que lorsqu'on envoie une sonde se poser sur la Lune, on atterrit un peu à l'aveuglette, c'est-à-dire qu'on essaie d'éviter les obstacles parce que non seulement il y a les cratères, mais il y a aussi des roches, des rochers, il y a des crevasses, etc. Donc, il faut éviter tout obstacle où il y en a partout. Nos sondes modernes ont de l'intelligence artificielle à bord qui fait qu'ils photographient le sol au fur et à mesure qu'elles s'approchent du sol
et qui essaie de détecter les accidents de terrain pour se poser entre deux cratères ou à côté d'un rocher. C'est une opération qui réussit relativement bien, mais qui est quand même très difficile. Autrement dit, dans nos sondes, il y a comme une espèce de pilote à bord. Si les gens se souviennent bien d'Apollo 11, le module lunaire s'en allait s'écraser dans un cratère et parce que Neil Armstrong était aux commandes, il est passé juste au-dessus du cratère, il est allé se poser un peu plus loin. C'est toute la difficulté de se poser sur la Lune. Le sol est tellement accidenté qu'il est difficile souvent de se trouver une zone moindrement plane pour se poser. C'est tout le défi que se pose. Évidemment, vous atterrissez avec des moteurs fusées. Il faut que les moteurs fusées fonctionnent correctement. Il est arrivé un certain nombre d'accidents dans les dernières années où, par exemple, le moteur s'est éteint un peu trop tôt, par exemple 30 secondes trop tôt. Et là, la sonde a percuté la Lune à haute vitesse au lieu de se poser sur le sol relativement en douceur. Donc, quand vous utilisez des moteurs fusées, il faut qu'ils soient bien utilisés. Évidemment, ce sont des ordinateurs qui contrôlent ça. Il n'y a pas d'humain à bord. Donc, ce n'est pas évident de préparer comme il faut une sonde pour qu'elle puisse se poser dans un terrain aussi accidenté. Et pour Mars, on entend souvent que c'est plus difficile encore de se poser sur Mars que sur la Lune ou sur la Terre. Pourtant, c'est peut-être des conditions plus favorables. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour Mars ? Le problème de Mars, c'est qu'elle impose les contraintes qu'on retrouve lors d'un retour sur Terre et les contraintes qu'on a quand on va sur la Lune. Je m'explique. Quand vous voulez vous poser sur Terre, vous pouvez utiliser l'atmosphère pour freiner, comme on l'expliquait il y a quelques minutes. Vous pouvez, entre autres, utiliser des parachutes, la friction de l'atmosphère. Dans le cas de Mars, l'atmosphère est 100 fois plus ténue que celle de la Terre. Fait que l'atmosphère ne permet pas vraiment de ralentir aussi bien le véhicule. Et si vous utilisez un parachute, vous devez utiliser un très, très gros parachute parce que l'atmosphère est très ténue. Par contre, comme il y a une atmosphère, vous êtes obligé de freiner vous traversez une atmosphère avec toutes les exigences que cela impose. Par contre, c'est un peu comme sur la Lune, vous devez utiliser des rétrofusées, des moteurs fusées. Évidemment, le sol lunaire est moins accidenté que le sol martien, plutôt, est moins accidenté que le sol lunaire. Donc, il y a des plaines sur Mars. C'est déjà un peu plus facile. Mais sur Mars, vous avez à traverser une atmosphère comme sur Terre, mais une atmosphère qui ne vous permet pas de ralentir autant que dans le cas de la Terre. Par contre, vous devez utiliser des rétrofusées comme sur la Lune, malgré le fait qu'il y a une atmosphère. Donc, c'est les inconvénients des deux planètes qu'on retrouve, de la Lune et de la Terre qu'on retrouve aux abords de Mars. Mm-hmm. Et si on parle de Vénus, tu en parlais tout à l'heure, on a eu beaucoup de mal à faire atterrir des sondes correctement sur cette planète, mais est-ce que se poser sur Vénus, finalement, c'est peut-être plus difficile encore ? Non, c'est plus facile parce que vous avez une bonne atmosphère qui vous permet de freiner. Donc là, vous n'avez pas de problème de freinage. La capsule qui rentre dans l'atmosphère à vive allure va perdre beaucoup de vitesse par chaleur. Vous pouvez évidemment utiliser des parachutes. Vous avez une bonne atmosphère. Donc, c'est relativement facile de se poser sur Vénus. La gravité sur Vénus est la même que sur Terre. Le problème, c'est lorsque vous arrivez à la surface, où là, vous avez une pression atmosphérique 100 fois supérieure et des températures de l'ordre de 450 degrés. C'est la surface de Mars de Vénus qui est un enfer. Se poser sur Vénus, c'est relativement facile. C'est survivre à la surface qui est extrêmement difficile. Alors, je reviens juste sur un terme qu'on utilise depuis tout à l'heure, le terme d'alunissage. C'est vrai qu'on a pour habitude de dire qu'on alunit sur la Lune, mais est-ce que sur les autres planètes, on a d'autres termes aussi, comme amarcir, avénussir, ou est-ce qu'on utilise un autre terme ? Comment ça se fait qu'on ait un terme spécifique pour la Lune et pas pour les autres planètes? C'est sûr qu'à l'origine, on pourrait dire que quand on dit qu'on atterrit, ça voudrait dire qu'on se pose sur Terre. Eh oui. Fait qu'on a senti un peu le besoin dans les années 60 de dire, on n'atterrit pas sur la Lune parce que c'est la Lune, fait qu'on va dire qu'on va allunir. Le terme est joli d'ailleurs. Soit dit en passant, il y a des articles dans c'est Science et Vie, je pense, où dans les années 60, il employait le mot allunir. Puis, il le barrait, il mettait un trait dessus pour dire atterrir sur la Lune. Mais dans le fond, le terme était beaucoup plus commode. Par contre, est-ce qu'on va dire qu'on va amarcir, avénusir, etc.? Là, on complique un peu beaucoup les choses. Fait que on pourrait toujours le faire, mais on ne le fait pas en pratique. En pratique, on va dire qu'on se pose sur la Lune, on l'annule,
Mais dans le cas des autres planètes, on va atterrir tout simplement en laissant de côté un peu la notion de... Parce que si on met Vénus à la place de la Terre, ou Mars, ou Jupiter, ou Saturne, ou peu importe l'autre planète, ça devient extrêmement complexe. Fait que on fait dans le fond une exception, on se pose sur la Lune, on l'annulie, mais ailleurs, on va simplement dire qu'on atterrit sur Vénus, sur Mars, sur Mercure, etc. Mm-hmm. Sinon, ça devient très, très, très complexe. Ben inutilement complexe. On découvre des nouvelles planètes tous les jours. Donc ça va être compliqué. Puis quand on se pose sur une comète, est-ce qu'on va dire le nom de la comète? En tout cas, fait que, gardons ça simple. Fait que, dans le cas de la Lune, c'est un peu l'exception, étant donné que c'est notre voisine, on va allunir, mais pour le reste, on atterrit un peu partout. Et pour poursuivre d'ailleurs sur ces questions terminologiques, dans vos balados, vous parlez parfois d'astronautes, de cosmonautes, ou d'autres termes d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des distinctions techniques, historiques, ou est-ce qu'on parle de la même chose? C'est effectivement une distinction historique. Historiquement, les astronautes, ce sont les Américains qui vont dans l'espace. Les cosmonautes, ce sont les Russes qui vont dans l'espace. Aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est que les Russes, on les appelle des cosmonautes. C'est les seuls qu'on appelle cosmonautes. Donc, si je vous parle de cosmonautes, je vous parle nécessairement de Russes. Quand on parle d'astronautes, on parle donc évidemment d'Américains qui vont dans l'espace. Il n'y a pas de cosmonautes américains qui vont dans l'espace. Et par extension, les Occidentaux qui vont dans l'espace. Les Canadiens, ce sont des astronautes. Les Européens, ce sont des astronautes. Les Japonais, ce sont des astronautes. Donc, astronautes, c'est tous les Occidentaux qui vont dans l'espace. Cosmonautes, ce sont nécessairement les Russes. Mmh. Donc, par exemple, le terme spationaute qu'on entendait encore il y a quelques années pour parler des Français qui allaient dans l'espace, on l'utilise quasiment plus. Non, c'est ça, c'est un terme désuet. En fait, ce qui est amusant, c'est que quand, dans les années 80, on a commencé à envoyer on va le dire de même, des hommes dans l'espace, autres qu'Américains et Russes, là, on se demandait, est-ce qu'on va chacun avoir son propre terme? Est-ce que le Canada va avoir des Canadionautes ou je ne sais trop quoi? Mm-hmm. Et là, les Français ont développé le terme qui était quand même intéressant, spationaute, sauf que c'est un terme maintenant qu'on n'emploie plus. On peut toujours le dire. Théoriquement, des spationautes, ce seraient des Français dans l'espace, mais aujourd'hui, on va plutôt parler des astronautes. Thomas Pesquet, c'est un astronaute. Je ne sais pas si dans vos médias français, vous parlez du spationaute Thomas Pesquet, mais normalement, on va dire que c'est un astronaute comme tous les autres. Oui, je crois que la plupart du temps, on dit astronaute maintenant. C'est ça, exactement. Mais c'est un terme qui existe, mais qui est presque peu utilisé. Et pour les Chinois, dont la course vers l'espace est très, 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 très bien lancée, on parle de taïkonautes. Oui et non. C'est un terme qu'on a inventé au début des années 2000, lorsque les Chinois se sont mis à envoyer des Chinois dans l'espace. Et taïkonaute, ça vient aussi, c'est un peu l'équivalent de spationaute. Maintenant, c'est un terme que les Chinois utilisent de moins en moins. Ils l'utilisent, je le vois des fois dans des médias chinois, mais de moins en moins. Les Chinois préfèrent se dire qu'ils sont des astronautes dans l'espace. C'est plus glorieux de dire, les Chinois font partie de la cour des grands, ils envoient des astronautes dans l'espace, au même titre que nous, en Occident, on envoie. Et ils ne s'identifient pas aux Russes, ils ne diront pas des cosmonautes chinois. Je ne pense pas avoir vu le terme. T'sais. Donc, les Chinois, de plus en plus, vont dire qu'ils envoient des astronautes comme nous, on envoie des astronautes dans l'espace. C'est plus glorieux que parler de leur propre terme. C'est un terme qui est utilisé, mais qui est en train de disparaître lui aussi comme spationaute. Ok. Alors, sur cette partie, effectivement, mécanique céleste, il y a quelques questions qui peuvent se poser, notamment des questions un peu simples. La première, c'était de rappeler peut-être qu'est-ce qu'une orbite. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'on appelle orbite? C'est intéressant comme question parce que c'est une notion tellement évidente que parfois, il y aurait peut-être des choses à dire à ce sujet-là dont on ne connaît pas. Évidemment, une orbite, c'est la trajectoire circulaire que fait un astre autour d'un autre. Par exemple, la Lune est en orbite autour de la Terre est en orbite autour du Soleil. Donc, c'est le fait qu'un astre tourne autour d'un autre. Mais tout tourne autour de tout. Par exemple, la Lune, le Soleil est en orbite autour du centre de notre galaxie. Notre galaxie est en orbite autour du centre de son groupe de galaxies, parce que notre galaxie fait partie d'un groupe de galaxies qu'on appelle le groupe local, et notre galaxie tourne autour du centre de ce groupe. Comme on peut penser, et là je m'aventure un peu, mais que ce groupe-là lui-même doit tourner autour de quelque chose. En fait, dans l'espace, tout tourne autour de quelque chose, tout est en orbite autour de quelque chose,
Parce qu'autrement, l'objet s'écraserait sur l'objet le plus proche. Par exemple, si la Lune n'était pas en orbite autour de la Terre, ben, elle s'écraserait sur la Terre. Donc, toujours se rappeler que dans l'espace, tout tourne autour de quelque chose d'autre. Mm-hmm. Donc, on ne s'en rend pas compte, mais tout bouge tout le temps dans l'espace. Exactement. Ça, c'est amusant. Hein? Toi et moi, on est assis respectivement, toi quelque part en France, moi ici. On a l'impression qu'on ne bouge pas. En réalité, on bouge énormément. Bon, on a l'impression que la Terre est immobile dans l'espace, mais en réalité, elle file à des centaines, voire à des milliers de kilomètres/heure. Et ça d'au moins 3 façons. D'abord, on sait que la Terre, elle tourne sur elle-même. Hein, j'apprends rien à personne. Si on est à l'équateur, on se déplace alors à la vitesse de 1700 km/h. Évidemment, plus on s'approche des pôles, moins on tourne rapidement. Je n'ai pas calculé à la hauteur de nos latitudes, mais c'est peut-être, on se déplace peut-être, toi et moi, sans même le savoir, à une vitesse de l'ordre de 1000 km/h. D'ailleurs, des fois, il y a des gens qui disent, qu'est-ce qui arriverait si on arrêtait d'un seul coup la Terre de tourner? Ben, toi et moi, on serait projetés à très haute vitesse parce qu'actuellement, au moment où on se parle assis dans nos sièges, on se déplace à une vitesse de l'ordre de 1000 km/h, peut-être 1200 km/h. En outre, on sait que la Terre tourne autour du Soleil. La Terre tourne autour du Soleil à la vitesse de 100 000 km/h. Donc, en plus du 1000 km/h auquel on file, toi et moi, en plus, on file à une autre vitesse qui est de 100 000 km/h. Et comme je viens de le dire il y a quelques secondes, la Terre, le Soleil tourne autour du centre de la galaxie à la vitesse de 780 000 km/h. Ça aussi, c'est une vitesse à laquelle on se déplace. Évidemment, on est à la surface de la Terre, on ne sent rien de tout ça, mais en réalité, on se déplace à des très, très hautes vitesses sans même s'en rendre compte. C'est un peu le phénomène d'une automobile ou dans un avion. Si vous êtes assis dans une automobile qui circule à 100 km/h, vous êtes fixé dans votre siège, vous ne sentez pas que vous filez à vive allure, sauf si vous regardez par les fenêtres à l'extérieur, mais vous vous déplacez à la vitesse de 100 km/h tout en étant assis dans votre siège automobile. C'est un peu le même phénomène. Fait à l'heure où on se parle, vous et moi, on se déplace à une vitesse d'au moins 1000 km/h sans compter les autres vitesses. Oui, donc on est tous très très largement en excès de vitesse. C'est ça que tu es en train de me dire. Exactement, tout à fait. Il faut pas le dire, ça pourrait nous coûter cher de contravention. Il va falloir revoir le code de la route. Alors, on parlait d'orbite, mais alors, il n'y a pas un type d'orbite, il y en a plusieurs, parce qu'on parle de temps en temps, alors j'entends des orbites circulaires, des orbites exocentriques, ou excentriques plutôt. Ça a une importance, ça, de distinguer une orbite circulaire d'une orbite excentrique? Ça a eu une grande importance historique. D'abord, on peut penser que, par exemple, que la Terre tourne sur une orbite circulaire autour du Soleil. Ça voudrait dire qu'elle est toujours à la même distance du Soleil. La distance Terre-Soleil ne varie jamais. On peut penser que la Lune tourne sur une orbite circulaire autour de la Terre, donc que la distance Terre-Lune ne varierait jamais. Ce qui est rarement le cas. Je pense que, à ma connaissance, il n'y a pas d'objet qui circule sur des orbites circulaires, à moins de vouloir placer un satellite sur une orbite circulaire. Ça serait presque la perfection. En réalité, les orbites sont elliptiques, sont en forme d'œuf, plus ou moins. La Terre, je pense, circule à 150 millions de kilomètres du Soleil, plus ou moins. Je pense que c'est 3%. Là, la distance varie de quelques millions de kilomètres. La Lune, d'ailleurs, récemment, si vous avez observé la Lune il y a quelques jours, en début d'octobre, elle était particulièrement proche de la Terre. On a eu une pleine Lune spectaculaire en début d'octobre, parce que non seulement c'était la pleine Lune, mais la Lune se trouvait être plus proche de la Terre qu'elle se trouve normalement. Il faut savoir, j'ouvre une parenthèse, au moment de la pleine Lune, la Lune n'est pas nécessairement le plus proche de la Terre. Dans certains cas, elle est même à la distance maximale. Dans certains cas, elle est à la distance moyenne. Dans certains cas, elle est à la distance rapprochée. C'est pas parce que c'est la pleine Lune que la Lune est plus proche de nous. C'est simplement qu'elle est éclairée par le Soleil. Et l'idée que les astres circulent sur des orbites circulaires a longtemps posé des problèmes aux astronomes. En fait, comme on l'expliquait dans le balado 123, La science en marche, la première partie, je vous invite à écouter le balado parce que je pense que c'est un balado vraiment intéressant. On expliquait que les astronomes se sont fait imposer le dogme que les planètes circulent nécessairement autour de la Terre sur des orbites circulaires.
Et là, les astronomes constataient que ça ne devait pas être le cas, que les planètes tournaient plutôt autour du Soleil. Mais là, en partant de ce principe-là, mais sur des orbites circulaires, ils n'arrivaient pas à déterminer exactement la position, à prévoir d'avance la position des planètes. Il y avait quelque chose qui clochait. Et c'est quand quelqu'un qui s'est dit, Copernic, et si elle circulait sur des orbites elliptiques, sur des orbites en forme d'œuf, sur des orbites ovales, là, ça fonctionnerait. Et c'est effectivement le cas. Toutes les planètes circulent non pas sur des orbites circulaires, mais sur des orbites elliptiques. Et c'est ce qui a permis ensuite de calculer comme il faut la position des planètes. Et cette conception-là, que les planètes circulent sur des orbites elliptiques, bien, c'est celle qu'on se sert aujourd'hui quand on veut aller sur la Lune, quand on va aller vers Mars. On tient compte du fait que ni la Terre ni Mars, par exemple, ne circulent sur des orbites circulaires. C'est toute une... Autrement dit, penser que les planètes circulent sur des orbites parfaites, des orbites circulaires, c'est pas tenir compte de la réalité, parce qu'en réalité, il n'y a rien de parfait. Mm-hmm. Et alors, j'ai même cru lire quelque part récemment que la Lune s'éloignait progressivement un tout petit peu, de quelques centimètres par an, s'éloignait de la Terre. C'est ça. Et ça, depuis très longtemps, la Lune s'éloigne très tranquillement. Mais c'est ça, je pense, c'est de l'ordre d'1 centimètre par année, ce qui fait que, évidemment, ce n'est pas perceptible. Un jour, la Lune sera rendue très loin, mais ça, on parle dans des millions d'années. Mais la Lune a déjà été plus proche, comme la Lune est maintenant à une certaine distance, mais c'est une distance, évidemment, on peut la mesurer avec des appareils très précis, mais ça ne se voit pas à l'œil nu. On ne peut pas dire que je vois la Lune plus petite aujourd'hui que je la voyais quand j'étais jeune parce qu'elle s'est éloignée. Elle s'est éloignée de quelques centimètres depuis ma naissance. Et alors, on parle aussi d'orbite géocentrique, héliocentrique, d'orbite sélène de temps en temps. De quoi on parle quand on parle de ça? Quand on parle d'orbite géocentrique, géo, c'est le terme grec pour terre, quand on parle de géographie. Donc, une orbite géocentrique, c'est une orbite qui tourne autour de la Terre. Une orbite héliocentrique, hélios, c'est le Soleil, c'est le nom du Soleil c'était le dieu du Soleil pour les Grecs anciens. Donc, une orbite héliocentrique, c'est une orbite au centre duquel se trouve le Soleil. La Terre circule sur une orbite héliocentrique, on circule autour de la Terre, autour du Soleil, alors que la Lune orbite sur une orbite géocentrique autour de la Terre. Quant à une orbite sélène, c'est la déesse grecque de la Lune, c'est la Lune qui est la déesse. Donc, ça voudrait dire une orbite centrée sur la Lune. Les sondes qui tournent autour de la Lune sont des orbites sélènes, sauf qu'on utilise rarement ce terme-là. On le faisait dans les années 50-60, mais encore là, on va souvent dire une orbite lunaire, tout simplement, parce que sinon, ça complexifie les choses. T'sais. Et je dirais, on pourrait faire la même chose, on pourrait donner un qualificatif aux sondes qui tournent en orbite autour de Mars, de Vénus, des autres planètes, mais on ne l'utilise pas, on ne dira pas, sinon ça devient trop complexe. Fait qu'on va parler d'orbite géocentrique autour de la Terre, héliocentrique autour du Soleil, et après ça, c'est orbite lunaire, orbite martienne, orbite vénusienne, etc. Et pour qualifier une orbite, il me semble qu'on utilise 4 paramètres, l'apogée, le périgée, l'inclinaison de l'orbite et sa période de révolution. Est-ce que tu peux nous préciser de quoi on parle? C'est ça. C'est des termes, soit dit en passant, que j'utilise jamais parce que c'est juste compliquer les choses, mais pour les expliquer simplement, quand on parle de l'apogée d'une orbite, c'est l'altitude maximale à laquelle circule l'astre ou le satellite. Le périgée, c'est l'inverse, c'est l'altitude minimale. Donc, on peut dire que l'apogée de l'orbite se trouve à... je vais prendre l'exemple de la Station spatiale internationale. Imaginons que la Station spatiale internationale ne circule pas sur une orbite circulaire, mais plutôt elliptique, dont l'altitude varie peut-être de 390 à 410 km, moyenne 400 km d'altitude. On pourrait dire que l'apogée est de 410 km, le périgée de 390 km, mais moi, personnellement, vous l'avez entendu dans des balados, lorsque j'ai besoin de dire, je vais dire l'altitude varie de 390 à 410 km, si j'ai besoin de parler de apogée et périgée. L'inclinaison, ça c'est une notion assez importante, c'est que la trajectoire, par exemple, de la Station spatiale internationale, si elle passait strictement au-dessus de l'équateur, si la Station spatiale faisait le tour de la Terre en restant au-dessus de l'équateur, l'inclinaison serait de 0 par rapport à l'équateur terrestre. Si par contre la Station spatiale passait par les pôles, d'un pôle à l'autre, là l'inclinaison serait de 90 degrés.
Et en réalité, l'inclinaison est de 57 degrés. Donc, c'est 57 degrés. Donc, l'inclinaison, c'est l'angle que fait la trajectoire par rapport à l'équateur. L'équateur du Soleil, si on pense au système solaire, l'équateur de la Lune, l'équateur de la Terre, etc. Donc, l'inclinaison, ça permet de savoir est-ce que l'engin ou l'astre tourne autour strictement de l'équateur ou au contraire autour des pôles ou quelque part entre les deux. La période de révolution, enfin, c'est le temps que prend un astre ou un engin spatial pour faire le tour pour compléter une orbite. Par exemple, dans le cas de la Station spatiale internationale, sa période de révolution est de 1 heure et demie. Dans le cas de la Terre, la période de révolution autour du Soleil est de 365 jours. Oui, alors effectivement, la Terre effectue sa révolution en 365 jours, sa rotation en 24 heures. Est-ce que tu peux nous redistinguer un peu ces deux termes-là, rotation et révolution? Effectivement, c'est une bonne question parce que des fois, si vous demandez aux gens quelle est la période de rotation ou de révolution, les gens sont un peu, on se mélange un peu. Gardons à l'esprit, quand on parle de rotation, on parle probablement d'un mouvement assez rapide. Si je vous parle d'une rotation sur vous-même ou si je vous parle de la rotation d'une roue, c'est quelque chose qui se fait rapidement. La période de rotation de la Terre, donc le temps que la Terre met à faire un tour sur elle-même, c'est évidemment de 24 heures. La révolution, c'est déjà quelque chose de plus long. Hein? Si on parle d'ailleurs dans les médias, des fois, on va parler d'une révolution dans un certain pays, ou vous, en France, vous parlez de la Révolution française. Une révolution, c'est quelque chose de beaucoup plus long dans le temps qu'une rotation. Donc, la révolution de la Terre autour du Soleil, c'est le temps que prend la Terre à faire le tour du Soleil, 365 jours. Sa rotation, c'est 24 heures. Toujours se souvenir, hein? Rotation, c'est un phénomène rapide. Révolution, c'est un phénomène beaucoup plus long. On le voit dans les médias. J'ajouterais en détail que quand on parle d'une révolution, c'est, en termes astronomiques, c'est le temps qu'on prend pour revenir à son point de départ. Hein? La Terre prend 365 jours pour revenir à son point de départ. Une révolution, souvent, c'est un phénomène, même dans l'actualité, on le voit, un phénomène bouleversant qui nous ramène malheureusement relativement souvent à notre même point de départ. Une révolution, c'est quelque chose qui se complète en un certain temps, comme par exemple la révolution terrestre en 365 jours. Mais c'est un phénomène long, révolution, alors que rotation, c'est un phénomène beaucoup plus court. Mmh. Et si on prend un autre exemple, par exemple la Lune, et qu'on compare sa rotation et sa révolution, on parle de la même chose? C'est-à-dire que, comme par hasard, la révolution de la Lune et sa période de rotation est la même d'à peu près 28 jours. La Lune prend autant de temps à faire un tour sur elle-même qu'elle prend de temps pour faire un tour autour de la Terre. On pourrait se demander quel hasard que les deux périodes soient les mêmes, mais ce n'est pas un hasard. Il faut savoir que la Lune, c'est un petit astre comparé à la Terre. En fait, la Terre est, je pense, si ma mémoire est bonne, 81 fois plus massive que la Lune. Et en conséquence, la Terre a verrouillé la Lune par rapport à elle. C'est-à-dire que parce que la gravitation terrestre est très forte, elle a fait en sorte que la Lune nous présente toujours la même surface. D'où l'idée que ce n'est pas une coïncidence si la Lune fait un tour sur elle-même en même temps qu'elle fait un tour autour de la Lune, de la Terre, elle est verrouillée gravitationnellement. Et c'est un phénomène qu'on voit très souvent lorsque vous avez un petit astre autour d'un gros astre. Plusieurs satellites naturels autour de Jupiter, de Saturne et autres planètes sont comme ça gravitationnellement verrouillés, c'est-à-dire que leur période de révolution égale leur période de rotation. On le voit aussi sur plein d'exoplanètes qu'on a observées sur d'autres étoiles. C'est un phénomène très courant. Quand vous avez un astre de taille très importante, l'astre très important va verrouiller gravitationnellement sa voisine. Si la Terre avait été pas mal plus proche du Soleil, on aurait pu avoir le même phénomène, donc la Terre aurait représenté toujours la même surface au Soleil, ce qui aurait eu pour conséquence que d'un côté de la Terre, il aurait fait extraordinairement chaud et de l'autre côté, il aurait fait très très froid. Mais heureusement, la Terre n'est pas gravitationnellement verrouillée par rapport au Soleil, donc on fait un tour de Terre. La Terre fait un tour sur elle-même en 24 heures, mais elle prend 365 jours pour faire le tour du Soleil. Mmh. Et au niveau du Soleil, est-ce qu'on a les mêmes phénomènes de rotation et de révolution? Moi, j'avais même pas dans l'idée que le Soleil pouvait tourner sur lui-même, mais c'est pourtant le cas? Effectivement. En fait, ce qui est assez amusant, le Soleil, c'est pas un corps solide, c'est une boule de gaz. Elle a une période de rotation d'à peu près 24 jours.
C'est-à-dire que cette période-là varie selon que si vous êtes à l'équateur, le Soleil fait un tour sur lui-même en 24 jours, mais si vous êtes vers les pôles, les pôles font un tour sur eux-mêmes à peu près en 31 jours. Donc, si vous étiez sur le Soleil, vous auriez comme un déplacement. Les pays à l'équateur ne seraient pas toujours les mêmes vis-à-vis par rapport aux pays en chose, parce qu'on a affaire à une boule de gaz dans laquelle il y a toutes sortes de phénomènes de convection et autres. Donc, le Soleil, ce n'est pas un corps céleste qui tourne sur lui-même dans un bloc comme la Terre ou la Lune, mais c'est selon la latitude où vous êtes, vous avez une période de rotation de l'ordre qui peut varier de 24 à 31 jours. Bizarre, hein? Oui. Donc, on n'aurait pas le même calendrier entre l'équateur et les pôles. Exactement, vous avez tout à fait raison. En fait, la durée du jour ne serait pas la même. C'est ça. Si vous êtes dans l'équateur, la durée du jour serait de l'ordre de 31 heures. Puis si vous êtes à l'équateur, la durée du jour serait de l'ordre de 24 heures. Si vous êtes au pôle, ce serait de l'ordre d'une trentaine d'heures. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Et il faut savoir, ça, on parle de la rotation du Soleil, la période de révolution du Soleil autour du centre de la galaxie, c'est de 225 millions d'années. Donc, le Soleil prend 225 millions d'années à faire le tour de la galaxie. Pendant ce temps-là, nous, on l'accompagne dans sa trajectoire. C'est les vitesses que je parlais un peu plus tôt. Et sur les autres principales planètes, là, comme Mars, Vénus, Jupiter, est-ce que tu as des chiffres à nous préciser sur ces rotations et révolutions? Ben oui, parce qu'il y a des phénomènes intéressants. Sur Mars, la période de rotation est de 24 heures et demie. Donc, la journée martienne est un tout petit peu plus longue que la journée terrestre. Par contre, Mars se trouve beaucoup plus loin du Soleil et, en termes de jours terrestres, elle prend 687 jours pour faire le tour du Soleil. Mais ça, là, 687 jours, c'est des jours terrestres. Si vous étiez sur Mars, donc la journée dure 24 heures et demie, l'année durerait 670 jours martiens. Donc, Mars, en termes de... Comme un martien, l'année dure 670 jours, alors que pour nous, notre année dure 365. Il faut savoir aussi que sur Mars, il y a des saisons semblables à nos saisons sur Terre, sauf que les saisons sont 2 fois plus longues. Grosso modo, chaque saison dure à peu près 3 mois sur Terre. Sur Mars, il dure à peu près 6 mois. Quant à Vénus, autre phénomène intéressant. Vénus prend 243 jours à faire un tour sur elle-même, mais seulement 225 jours à faire le tour du Soleil. La période de rotation est plus longue que la période de révolution. La journée sur Vénus est plus longue que l'année. Autre phénomène. Si on prend un dernier exemple, Jupiter fait un tour sur elle-même en 10 heures. Donc, la journée sur Jupiter est à peu près 2 fois et demi plus courte que celle de la Terre. Par contre, Jupiter prend 12 ans pour faire le tour du Soleil. En termes de journée jovienne, sur Jupiter, une année comprendrait 10 000 jours joviens. Donc, l'année serait très, 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 très longue s'il y avait des êtres vivants sur Jupiter. Évidemment, ce n'est pas le cas, là. Mais donc, il faut juste garder à l'esprit que Jupiter tourne grosso modo 2 fois plus vite que nous sur elle-même, mais prend 12 ans à faire le tour du Soleil, alors que nous, ça nous prend évidemment une année. Oui, tout ça donne des résultats assez rigolos. Je note que sur Vénus, on vieillit d'1 an chaque jour. Quasiment. C'est ça, exactement. En fait, exactement. Ça serait tout autre calendrier si on était là-bas. Exactement. Évidemment, je pense que les gens ont compris, là, je ne l'ai pas mentionné, mais la période de rotation, par exemple, sur Terre, détermine la durée du jour et la période de révolution détermine la période de l'année. Si on transfère ça pour la Lune, bien sur la Lune, l'année et le jour sont égales. Qui est l'équivalent de 28 jours terrestres. D'accord. Alors, revenons un petit peu sur Terre. Le fait qu'on dise que le Soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, ça c'est une phrase qui est vraie ou on fait une bêtise quand on écrit ça? En fait, c'est l'impression qu'on a que le Soleil se lève et que le Soleil se couche. On va en parler dans quelques secondes, mais je veux parler de la notion de qu'est-ce que ça implique le fait que le Soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est une donnée théorique, on apprend ça à la petite école, mais en pratique, ce que ça veut dire, c'est par exemple, pour moi qui suis au Québec, qui suis donc à l'ouest de la France,
Ça veut dire que je me lève 6 heures plus tard que vous en France, mais je me couche 6 heures plus tard. Ce qui fait que, par exemple, ce qui est un côté très pratique, c'est que si je vous écris en soirée pour moi, je t'envoie un courriel, par exemple, il y a des bonnes chances que quand on va me lever le lendemain matin, toi, tu vas avoir déjà répondu à mon courriel. De même, pour vous autres, en France, vous levez 6 heures après les Chinois et vous vous couchez, parce que les Chinois sont à l'est de vous, et vous vous couchez 6 heures plus tard. Pour nous, au Québec, la différence entre la Chine, c'est 12 heures. Ça veut dire que je me lève à peu près au moment où les Chinois se couchent et je me couche à peu près au moment où les Chinois se lèvent. Fait que l'idée est toujours tenue quand on parle que le soleil se lève à l'est, ça veut dire que les gens qui sont à l'est de nous se lèvent avant nous et que les gens qui sont à l'ouest de nous se lèvent après nous. C'est la notion à retenir. Quant à savoir la fameuse notion de est-ce que le soleil se lève? Ça, c'est une notion très intéressante parce que, évidemment, c'est ce qu'on voit tous les matins. Hein? On voit le soleil se lever le matin et on voit le soleil se coucher. Mais en réalité, on sait que le soleil ne se lève pas, se couche pas, c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Mais c'est impossible de percevoir que la Terre tourne sur elle-même. D'ailleurs, ça prend des instruments scientifiques assez particuliers pour démontrer que c'est la Terre qui tourne, parce que ça pourrait être un ou l'autre. Hein? Ça pourrait être véritablement la Terre, elle est fixe, puis c'est le soleil qui se lève, ou ça pourrait être la Terre tourne sur elle-même. Mais c'est une observation, même si on le sait, là, hein, vous et moi, on sait que c'est pas le soleil qui se lève, mais que c'est la Terre qui tourne, c'est impossible à percevoir. Et je donne ça comme exemple parce que c'est un bel exemple qui montre qu'il ne faut pas se fier nécessairement à ce qu'on perçoit. On ne peut pas se fier, dire je vois tous les matins le soleil se lever, mais c'est pas ça qui se passe. Et dans la vie, des fois, on dit j'ai vu telle affaire, je suis convaincu d'avoir vu. Oui, tu l'as vu. Nous voyons que le soleil se lève, mais ce n'est pas la réalité. La réalité, elle est tout autre. Fait que faisons toujours attention dans nos sens quand on dit moi, j'ai vu telle affaire, donc c'est vraiment ça qui est arrivé. C'est pas nécessairement ça qui est arrivé. On en a parlé dans un balado il y a quelque temps sur le phénomène des PAN, là, les phénomènes aériens non identifiés. On voit, par exemple, des astres bouger dans le ciel. On les voit véritablement bouger, mais ils ne bougent pas pour autant. Donc, c'est toujours se rappeler qu'il est impossible de percevoir que la Terre tourne sur elle-même, alors qu'en réalité, on voit de nos yeux le soleil se lever et on voit de nos yeux le soleil se coucher, même si ce n'est pas la réalité. D'ailleurs, c'est un peu le même principe pour la perception qu'on a que la Terre est plate. On a du mal à se rendre compte qu'elle est sphérique, à moins effectivement d'avoir des photos prises depuis l'espace et de comprendre et de visualiser qu'elle est ronde. Mais je crois que tu as une petite astuce, toi, pour nous montrer de manière simple que la Terre est ronde, même depuis la Terre. On peut s'en rendre compte quand même. C'est ça, exactement. En fait, la Terre, c'est une sphère tellement vaste qu'on ne voit pas la rotondité de la Terre, même en avion. J'ouvre une parenthèse. Sur la Lune, les astronautes le voyaient. Quand ils étaient dans le module lunaire, s'ils regardaient à l'horizon, ils voyaient que l'horizon était courbé. Ils voyaient que mais la Lune est 4 fois plus petite que la Terre, donc 2 fois plus petite en termes de diamètre. Donc, ils voyaient que la Lune était ronde, mais pas sur Terre. Une façon assez simple de vérifier, est-ce que la Terre est plate ou la Terre est sphérique, est ronde? Regardez un édifice au coucher du soleil. Imaginons, par exemple, je vais penser à nos amis parisiens, la Tour Eiffel. Regardez l'ombre qui apparaît sur la Tour Eiffel au moment du coucher du soleil. Si la Terre elle est plate, au moment où le soleil va se coucher, la Tour Eiffel instantanément va devenir dans l'ombre. Par contre, si la Terre elle est sphérique, ils vont d'abord voir la base de la Tour Eiffel devenir dans l'ombre et au fur et à mesure que le soleil va baisser sous l'horizon, ils vont voir graduellement l'ombre monter jusqu'au sommet de la Tour Eiffel. Vous pourriez faire la même chose avec une montagne ou avec un édifice. Si la Terre était plate, l'édifice deviendrait... soudainement, le soleil arriverait sous l'horizon et l'édifice serait plongé dans la noirceur. Mais si la Terre est courbe, la base de l'édifice est plongée dans la noirceur, puis les étages suivants jusqu'au sommet. Quand j'étais étudiant, à un moment donné, je travaillais, il y a un phénomène que j'avais beaucoup observé. Je travaillais dans un édifice d'une 30aine d'étages. Et quand le soleil se couchait, à un moment donné, au premier étage, au sol, il faisait noir.
Et là, je prenais l'ascenseur, je montais au 30e étage. Et au 30e étage, c'était encore le gros soleil. J'aurais presque pu me faire bronzer. Et là, quand je regardais en bas d'édifice, je voyais que la nuit était plongée. Toutes les autos, les lumières étaient allumées, les voitures avaient allumé leurs phares, etc. Au sol, c'était la nuit. Mais moi, au 30e étage, c'était encore le jour. Évidemment, au bout d'à peu près 10 minutes, je pense que c'est à peu près ça, je n'ai pas calculé, mais je pense qu'au bout d'à peu près 10 minutes, moi aussi, j'étais plongé dans le noir. Mais il y avait une différence entre le fait d'être au sol et le fait d'être au 30e étage. Donc, si vous êtes en présence de quelqu'un qui pense que la Terre est plate, vous pouvez faire cette démonstration-là qui nous explique comment se fait-il que la noirceur se déploie tranquillement de la base vers le sommet, alors que si la Terre était plate, d'un seul coup, il ferait noir. Mmh. Oui, donc le fait qu'il y ait une transition progressive entre les zones d'ombre et les zones éclairées prouve qu'il n'y a pas une rupture nette entre le jour et la nuit. Exactement. On parle souvent aussi de l'exemple qui est un peu plus difficile. Si vous regardez un bateau au loin s'éloigner, vous allez d'abord voir la base du bateau disparaître, puis au fur et à mesure son mât, etc. Ça serait une situation plus difficile à faire, mais simplement de regarder un édifice au moment du coucher du soleil, vous allez réaliser que la Terre, elle est ronde. Alors, si on revient un petit peu sur notre catalogue de planètes, d'astres stellaires, dans notre système solaire, on parle parfois de planètes telluriques, de planètes gazeuses, de planètes naines. Comment tu différencies ces astres-là? D'abord, la première des choses à tenir compte, dans tous les cas, on parle d'astres qui gravitent autour du Soleil. Dans tous les cas, on parle de planètes. Les planètes telluriques, c'est un mot savant pour dire des planètes rocheuses. Ce sont des planètes qui mesurent quelques milliers de kilomètres. Et là, on pense, il y a 4 planètes telluriques, c'est-à-dire la Terre, Vénus, Mars et Mercure. Donc, c'est des astres dont la dimension est de quelques milliers de kilomètres de diamètre et qui sont essentiellement composés de roches. Il y a aussi les fameuses géantes gazeuses, donc d'immenses planètes qui font plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Et ça, ce sont des boules de gaz. Il n'y a pas de surface solide. C'est du gaz, mais au centre de la planète, c'est un gaz de très haute concentration. On se frapperait sur ce gaz-là, mais ce n'est pas de la roche, comme dans le cas des planètes rocheuses. Évidemment, les géantes gazeuses, on pense à Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et il y a une troisième catégorie de planètes qui est apparue dans les années 2000 qu'on appelle les planètes naines. Ce sont de petites planètes qui mesurent quelque chose comme 2000 km de diamètre ou moins. Et là, on pense à Pluton. Mais il y en a 4 autres planètes. Il y a Cérès, Eris, Haumea et Makemake. Donc, 4 petites planètes plus petites que les planètes telluriques, plus petites que les planètes rocheuses, qui sont en grande partie composées de roches et d'eau, un mélange de roches et d'eau. Donc, une composition différente des planètes rocheuses, évidemment différente des planètes gazeuses. Mais ce qui est important de retenir, c'est que ce sont des planètes. C'est parce que les gens disent Pluton n'est plus une planète. Non, Pluton est une planète. Pluton est une planète naine, comme la Terre est une planète rocheuse, comme Jupiter est une planète gazeuse. On a donc différents types de planètes dans le système solaire, mais dans tous les cas, ce sont des planètes. Et quand on vous entendait dire, des fois dans les médias, Pluton n'est plus une planète, Pluton est une planète parce qu'elle gravite autour du Soleil au même titre que ses 4 compagnons, au même titre que les 4 planètes rocheuses, au même titre que les 4 planètes gazeuses. Mmh. Et d'ailleurs, pour poursuivre, entre planète, lune, étoile, quelle est la distinction entre ces 3 types d'astres? Une étoile, c'est un astre, de façon générale, là, c'est un astre gigantesque qui émet de l'énergie. Quand je dis énergie, je pense à lumière, je pense à chaleur, je pense à radiation. C'est donc des astres qui émettent de l'énergie. Les planètes, ce sont de petits corps célestes qui gravitent autour des étoiles et qui n'émettent pas d'énergie. La Terre n'émet pas d'énergie. Si on voit la Terre dans l'espace, c'est parce qu'elle reflète la lumière en provenance du Soleil. La Terre capte l'énergie, la chaleur qui vient du Soleil. Donc, les planètes, grosso modo, ce sont des astres qui n'émettent pas d'énergie parce qu'ils sont de petite taille. Quand on parle de satellites, ce sont des astres qui gravitent autour des planètes. On peut passer à satellites naturels comme la Lune, on peut évidemment passer à nos satellites artificiels, etc. Donc, les étoiles, c'est des astres gigantesques qui émettent de l'énergie. Les planètes n'émettent pas d'énergie, gravitent autour des étoiles, et les satellites gravitent autour des planètes. Maintenant, il y aurait quantité de nuances à apporter. Je vais y aller très rapidement, mais il y a des étoiles qui sont
très petites et qui n'émettent à peu près pas d'énergie. Ils sont très difficiles à repérer, mais ce ne sont pas des planètes parce qu'ils émettent quand même un peu d'énergie, mais on ne peut pas les comparer nécessairement au Soleil. Il y a des planètes de toutes les tailles. Hein. Il peut y avoir j'en parlais tantôt, il y a des petites planètes naines, il y a des géantes gazeuses, donc il y a des planètes de différentes tailles. Et il y a même, dans le cas des satellites qui gravitent autour de planètes, il y a des satellites qui sont plus gros que des planètes. Les planètes étant par définition gravitant autour d'une étoile, il y a des satellites qui sont autour de Jupiter, qui sont plus gros que la planète Mercure. Donc, il y a toute une question de taille, mais c'est avant tout une question de qui tourne autour de qui là-dedans. Et peux-tu nous rappeler la différence aussi entre un astéroïde et une comète? Dans les deux cas, ce sont, on pourrait dire, des cailloux qui gravitent autour du Soleil. Ce sont des, entre guillemets, planètes. Mais ce sont de très petits astres qui mesurent souvent quelques kilomètres de diamètre ou sinon encore plus petits. La différence entre astéroïdes et comètes, c'est que les astéroïdes, ce sont avant tout des astres composés de roches, donc, alors que les comètes sont en bonne partie composées de roches et d'eau. Et les comètes ont la particularité de laisser filer derrière elles un grand panache de gaz qu'on appelle les fameuses queues de comètes, qui fait qu'on peut les voir de loin. Ça, c'est quand les comètes s'approchent du Soleil, la réaction par rapport à l'énergie dégagée par le Soleil fait qu'ils vont dégager une partie de leur matière, va se convertir en poussière, va faire un grand panache. Ce qui fait que la différence entre les astéroïdes et les comètes, c'est que des astéroïdes, on ne les voit pas. Ce sont très, très difficiles à voir. Ce sont de petits cailloux de quelques kilomètres de diamètre, sinon même, on parle de centaines de mètres, sinon plus petits, sont à peu près impossibles à percevoir, alors que les comètes, qui sont sensiblement de la même taille, elles peuvent devenir très, très visibles lorsqu'elles s'approchent du Soleil et dégager des panaches de gaz. Les comètes peuvent être facilement visibles à l'œil nu, alors que les astéroïdes sont extrêmement difficiles à voir, même avec nos meilleurs télescopes. Ok, donc astéroïde, on est plutôt sur un corps rocheux. Comète, on est sur un mélange de glace et de roche. On a aussi parfois, on entend parler de météorite. C'est encore une composition différente? C'est autre chose? C'est-à-dire qu'une météorite, c'est un astéroïde qui est rentré dans l'atmosphère terrestre et qui s'est retrouvé jusqu'au sol. C'est-à-dire que régulièrement, tous les jours, il y a des astéroïdes qui rentrent dans l'atmosphère terrestre, qui se décomposent, qui se brisent en morceaux. Dans beaucoup de cas, il n'y a rien qui arrive au sol, la matière s'évapore dans l'atmosphère terrestre. Dans un certain nombre de cas, il y a des particules, des débris qui arrivent jusqu'à la surface terrestre. Ça ressemble à des vieilles patates toutes brûlées. C'est ce qu'on appelle une météorite. C'est donc les restes d'un astéroïde qui est parvenu jusqu'au sol. Si on parle des fois, il y a une terminologie un peu particulière. Lorsque l'astre entre dans l'atmosphère terrestre, au moment où il traverse l'atmosphère terrestre, on parle alors non pas de météorites. Météorites, c'est ce qui arrive au sol, mais ce qui est dans l'atmosphère, c'est des météoroïdes. Et ce que l'on voit quand vous voyez donc ce qu'on appelle d'ailleurs une étoile filante, ben ça, c'est une météore. Donc, quand il rentre dans l'atmosphère, c'est une météorite. Ce que l'on voit, là, si vous voyez comme une étoile filante, une petite trace lumineuse, ça, c'est une météore. Puis quand c'est un gros astéroïde qui rentre dans l'atmosphère terrestre et qu'on voit, là, des fois, il y a des phénomènes spectaculaires. Des fois, les gens vont parler presque d'ovnis tellement c'est spectaculaire. Là, on parle d'un bolide. Là, c'est un astéroïde qui mesure plusieurs dizaines de mètres de diamètre, qui rentre dans l'atmosphère, qui va se briser en morceaux. C'est très spectaculaire. C'est assez rare qu'on le voit, mais ça, on appelle ça un bolide. Autrement, ben, c'est une météorite qui devient une météore jusqu'à ce que des débris se ramassent au sol. Ça, c'est un météorite. Donc, si jamais vous ramassez un caillou qui vient de l'espace, vous ramassez une météorite qui est un morceau d'astéroïde qui a pénétré dans l'atmosphère terrestre. D'accord. Ah ben c'est très clair. Merci Claude. Et alors, dans la continuité... Juste une parenthèse, si tu me permets. Oui, vas-y. Moi, là, quand je vais dans un musée d'histoire naturelle, il y a une section souvent de géologique. Et dans cette section-là, il y a souvent des météorites. Moi, je suis absolument fasciné quand je vois ça. C'est pas très spectaculaire. Je suis allé un jour avec ma mère, puis elle me disait, ben oui, c'est comme des vieilles patates brûlées, tu sais. Mais
arrêtez-vous un instant. Souvent, d'ailleurs, on peut leur toucher, ils sont là. Ça, c'est des véritables objets extraterrestres. C'est des morceaux d'astres qui viennent d'ailleurs dans l'univers, quelque part de notre système solaire. C'est des morceaux de planètes. C'est véritablement un objet extraterrestre. Et souvent, dans les musées, on peut leur toucher, ils sont là. C'est des roches par terre. Moi, je trouve ça absolument fascinant, même si c'est pas spectaculaire. Mais c'est la chance. Des fois, les gens diraient, j'aimerais ça toucher un morceau de Lune ou un morceau de Mars. Ben là, vous avez la chance de toucher un morceau de planète extraterrestre qui est rentré dans l'atmosphère. C'est fascinant, les météorites, quand on y pense. C'est pas très beau, c'est pas très spectaculaire, mais c'est fascinant comme objet. Ouais, c'est un petit peu l'espace qui vient à nous, finalement. Exactement, tout à fait. Et donc, dans la continuité des termes spatiaux, entre planète et exoplanète, est-ce que tu peux nous repréciser la différence entre ces deux termes? Ça, c'est très, très clair. Quand on parle de planète, normalement, c'est des astres qui tournent autour du Soleil. On a parlé tantôt des planètes. Les exoplanètes, c'est des planètes qui tournent autour de d'autres étoiles. Okay? Tout simplement, c'est la distinction qu'on fait. Évidemment, on pourrait dire qu'il y a des planètes qui gravitent autour de d'autres étoiles, mais on peut dire aussi qu'il y a des exoplanètes, sous-entendant, qui gravitent autour de d'autres étoiles. Les planètes, c'est le système solaire. Les exoplanètes, c'est ailleurs. Oui. Et alors ailleurs, on entend des Jupiters chaudes, des super-terres, des planètes océans, etc. Là, c'est pareil, il y a des différences, j'imagine, de taille, de composition. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce catalogue un petit peu d'exoplanètes? En fait, ce qui est fascinant, là, comme on l'explique d'ailleurs au balado 117, tout est toujours une question de taille. La taille fait toute la différence. On disait que dans notre système solaire, il y a des planètes rocheuses, des planètes gazeuses, puis des planètes naines. Quand on regarde autour des autres étoiles, on voit d'autres types de planètes parce qu'il y a des tailles intermédiaires qu'on n'a pas dans notre système solaire. Il y a des planètes qui sont situées plus petites que les planètes, mettons 2 fois plus grosses que la Terre, mais plus petites qu'Uranus et Neptune. Donc, c'est d'autres types de planètes. Ce sont des planètes océans. Il y a des planètes plus petites que la Terre. Il y a des planètes un peu plus grosses, plus grosses, plus grosses. Il y a tout un éventail. Et donc, on découvre que dans notre système solaire, on a seulement 3 types de planètes, alors qu'autour d'autres étoiles, il y a des différents types de planètes qu'on n'a pas dans notre système solaire. Et tout ça, c'est lié strictement à la masse de l'astre. Si vous êtes un petit astre de taille moyenne, par exemple comme la Terre, vous êtes nécessairement un astre rocheux. Si vous êtes un astre géant comme Jupiter, vous êtes nécessairement un astre de gaz. Et si vous êtes quelque part entre les deux, bien, vous avez d'autres types de planètes. Donc, une des découvertes qu'on a fait au cours des 30 dernières années, c'est que le système solaire est relativement pauvre en diversité planétaire parce qu'il existe plein d'autres types de planètes. Encore une fois, je vous invite à écouter le balado 117 où on parle effectivement de la variété de planètes qu'on trouve ailleurs autour des autres étoiles et qu'on n'a pas dans notre système solaire. Alors, dans l'éventail des satellites, dans le monde des satellites, on entend parler bien sûr de satellites classiques, on entend parler de sondes spatiales, de vaisseaux habités. Est-ce que tu peux nous resituer les différences entre ces différents termes, satellites, sondes spatiales ou vaisseaux habités? Évidemment, on parle évidemment de satellites artificiels, là, les engins que nous, on lance dans l'espace. Un satellite, par définition, c'est un engin automatique qui gravite autour de la Terre. Hein. On lance des centaines de satellites chaque année, des satellites de télécommunication, de navigation, de météo, etc. Les sondes spatiales, ce sont des engins spatiaux qu'on envoie à l'extérieur de la Terre, qu'on envoie vers la Lune, vers Mars, à travers le système solaire, etc. Donc, les satellites en orbite terrestre, les sondes spatiales, c'est quand vous envoyez quelque chose par-delà l'orbite terrestre, vers le système solaire. Alors que les vaisseaux habités, bien évidemment, c'est les vaisseaux où il y a des humains qui prennent place à bord. Ça peut être des vaisseaux qui se placent en orbite terrestre, hein. Ça peut être des satellites habités, donc la Station spatiale internationale, les capsules Crew Dragon, etc. Ça peut être aussi des vaisseaux qui s'aventurent jusqu'à la Lune. Hein. On pense aux vaisseaux Apollo, on pense aux Artemis éventuellement. Donc, les vaisseaux habités, le terme le dit, c'est des humains. Dans tous les cas, si on veut faire un terme générique pour parler de tous ceux-là, moi, je parle d'engins spatiaux. Quand je parle d'engins spatiaux, ça peut être aussi bien des satellites en orbite terrestre, des sondes spatiales qui explorent le système solaire ou des vaisseaux à bord duquel se trouvent des humains. Et puis, on parle de satellites, mais de plus en plus, on lit dans les journaux
quand on nous parle de constellation de satellites, de méga constellation, je pense au cas de SpaceX avec sa constellation de satellites Starlink. De quoi on parle au juste quand on parle de ces constellations ou méga constellations? C'est ça, c'est intéressant. Hein? C'est un thème peut-être que les gens n'ont pas encore beaucoup vu parce que c'est depuis ces dernières années qu'on parle de constellations et de méga constellations. Une constellation, c'est une famille de satellites du même type placés sur une même orbite. Par exemple, en Europe, vous avez un système de satellites de positionnement, GPS, qui s'appelle Galileo. C'est ça. Ça, on pourrait dire que c'est une constellation, c'est-à-dire que c'est un ensemble de satellites qui ont les mêmes caractéristiques, qui servent aux mêmes fonctions, qui sont placés sur le même type d'orbite. Donc, il y a des constellations comme ça qui comprennent 10, 15, 20, 100 satellites à peu près. On parle aussi d'un nouveau phénomène qui est les méga-constellations. Méga veut dire 1000, hein? Une méga-constellation, c'est une constellation de satellites qui vont y en avoir au moins 1000. Où il va en avoir des milliers du même type. Starlink est l'exemple le plus frappant. Ce sont tous des satellites qui remplissent les mêmes fonctions, qui sont assez semblables les uns les autres et qui sont placés sur le même type d'orbite. Dans le cas des Starlink, SpaceX va bientôt lancer son 10 millième satellite de la même constellation. Et là, une constellation, c'est quelques dizaines ou peut-être une centaine ou 200 satellites. Ça ne pose pas trop de problèmes. Les méga-constellations posent des problèmes de trafic. Il y a des risques de collision quand vous placez 10 000 satellites sur le même type d'orbite. Il y a des problèmes pour l'observation astronomique. De plus en plus, peut-être que si vous observez le ciel, vous allez voir passer des Starlink parce qu'il y en a 10 000 qui sont en orbite terrestre. Donc là, ça commence à obstruer le champ de vision des astronomes. Les méga-constellations posent des problèmes qu'on n'avait pas avec les fameuses constellations, parce que quand vous lancez, je pense qu'il y a à peu près une cinquantaine de Galileo en orbite terrestre, ça ne pose pas de problème. Juste pour vous situer un peu, depuis le début de l'ère spatiale, si on ne parle pas des méga-constellations, si on met les constellations à part, depuis le début de l'ère spatiale, on a lancé 14 000 engins spatiaux. Ça veut dire des sondes spatiales, des satellites, des engins habités. Et là, on a Starlink, à laquelle s'ajoutent 10 000 satellites, donc presque autant, et les Chinois prévoient lancer leur propre méga-constellation qui vont comprendre entre 13 et 14 000 satellites. Ça vous donne un peu l'envergure du problème. En 67 ans d'exploration spatiale, on a lancé 14 000 engins spatiaux, et Starlink, SpaceX, à lui seul, a lancé 10 000 auxquels s'ajoutent ces 14 000-là. Et les Chinois s'apprêtent à faire de même. Donc, on change de paradigme. Là. On arrive dans un nouveau domaine où les satellites se comptent en quelques milliers. Ils vont se compter maintenant en dizaines de milliers d'exemplaires. Et espérons qu'il n'y ait pas trop de collisions ou d'interférences au-dessus de nos têtes. Hein. Ça pourrait poser... Et juste peut-être ouvrir une parenthèse. Pour nous, sur Terre, c'est pas dangereux. Parce que s'il y a des collisions, s'il y a des satellites qui rentrent dans l'atmosphère et brûlent, pour nous, c'est pas dangereux. Là, personnellement, on n'a pas à craindre. Pour ceux qui utilisent des satellites dans l'espace, eux peuvent craindre des collisions et des problèmes de différentes natures. Pour les opérateurs de satellites, ça pose problème, mais pas pour nous sur Terre. On n'a pas à s'inquiéter. Si vous voyez des Starlink au-dessus de votre Terre, c'est pas dangereux. Mmh. Mais d'autant plus qu'on les place régulièrement sur la fameuse orbite géostationnaire. J'imagine qu'ils sont à peu près tous placés à la même distance de la Terre. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette orbite géostationnaire là? C'est-à-dire que les satellites, la très, très grande majorité des satellites sont placés sur orbite basse. Par exemple, les Starlink sont à 600 km d'altitude. La station spatiale est à 400 km. Il y a une orbite tout à fait particulière qu'on appelle l'orbite géostationnaire qui se trouve à 36 000 km d'altitude. Ça, c'est l'orbite sur laquelle on place des satellites de télécommunication ou de météo. Ce qui est intéressant sur cette orbite-là, je disais tantôt, la Station spatiale internationale fait le tour de la Terre en 1h30. Plus la Lune, qui est beaucoup, beaucoup plus loin, fait le tour de la Terre en 28 jours. Plus vous vous éloignez de la Terre, plus ça prend de temps pour faire le tour de la Terre. Arrive à une certaine altitude où vous faites le tour de la Terre en 24 heures. C'est l'orbite géostationnaire à 36 000 km d'altitude. Maintenant, si vous faites le tour de la Terre en 24 heures et que la Terre tourne elle-même en 24 heures, ça veut dire que par rapport à vous, le satellite ne bouge pas. Fait que quand vous placez un satellite sur orbite géostationnaire, vous avez l'impression qu'il est toujours fixé au même endroit dans le ciel. Donc, c'est très commode. Par exemple, si on place un satellite de télécommunication au-dessus
de l'Atlantique, à mi-chemin entre l'Europe et le Canada, le satellite va toujours rester à la même position et on peut s'en servir pour faire des communications entre les deux continents. Mm-hmm. Et c'est ça, à quoi servent les satellites sur orbite géostationnaire, c'est comme ils sont fixes par rapport au sol. Si vous placez un satellite météo au-dessus de l'Europe, bien, il va toujours observer l'Europe, ce qui est le cas d'ailleurs. Vous placez des satellites météo sur orbite géostationnaire qui, en permanence, observent la météo à l'échelle de l'Europe. On a la même chose ici en Amérique et on a des satellites de télécommunication. Donc, sur cette orbite-là, il y a à peu près 600 satellites, ce qui est très peu sur les 14 000 qu'on a lancés, sans compter les Starlink et compagnie. Donc, on a à peu près 600 satellites qui jouent des rôles militaires, parce qu'on peut observer tout ce qui se passe à la surface terrestre avec ce type de satellite-là. Ils servent à la météo, ils servent aux télécommunications. Donc, c'est une orbite très intéressante, très stratégique, et sur laquelle il y a à peu près 600 satellites qui ont été lancés depuis une soixantaine d'années. Mmh. Et dans la préparation de ce balado, là, tu me précisais qu'il y avait encore différents types d'orbites qui existaient. Alors, des orbites de type Léo, Méo, Géo, Véléo. De quoi il s'agit? Exactement. Là, je vous amène un concept dont on n'a pas parlé dans les balados parce qu'on parle relativement peu des satellites, mais les appellations que vient de nommer Frédéric, c'est des appellations anglaises. On va parler de plus en plus de satellites sur orbite Léo. En fait, c'est Low Earth Orbit. Ce sont des satellites qui sont sur orbite basse, à moins de... dont la Station spatiale internationale, par exemple, satellites qui sont sur orbite à moins de 2000 km d'altitude. C'est là où se trouve la majorité des satellites, dont les Starlink, les méga constellations chinoises. La plupart des satellites scientifiques sont sur des orbites basses, donc on appelle des orbites LEO, L-E-O. Il y a un nouveau type d'orbite qui est de plus en plus utilisé, qu'on appelle MEO, pour Medium Earth Orbit. Ce sont des satellites qui sont placés à entre 2000 et 36 000 km d'altitude. Ce sont entre autres des satellites de navigation GPS, que ce soit les satellites Navstar américains, les Galileo européens, les Beidou japonais, chinois, etc. Donc, de plus en plus, on place des satellites sur des orbites d'assez haute altitude pour remplir des fonctions, entre autres, de navigation. Il y a maintenant les orbites de type Géo, Géo pour géostationnaire, dont on vient de parler. Donc, ce sont les satellites qui sont placés sur orbite à 36 000 km d'altitude. Autrement dit, quand vous voyez un de ces trois termes-là, ça donne déjà une idée de à quelle altitude se trouve le satellite. Et là, maintenant, on est en train de développer une nouvelle famille de satellites qui vont être placés sur des orbites VLEO. Pour Very Low Earth Orbit, ce sont des satellites qui vont graviter à moins de 150 km d'altitude. Le problème, c'est qu'à cette altitude-là, il y a encore beaucoup d'air. Donc, le satellite ne peut pas rester longtemps dans l'espace. Un satellite placé sur orbite VLO va demeurer peut-être quelques jours dans l'espace ou quelques semaines si on utilise des moteurs fusées, mais sa durée de vie va être très, très courte. Alors qu'à l'opposé, les satellites qui sont sur orbite géostationnaire à 36 000 km d'altitude, ils sont là éternellement. Un jour, là, peut-être que l'humanité va disparaître, mais ces satellites-là vont rester en orbite géostationnaire. Ils sont là pour des milliards d'années. En fait, tant et aussi longtemps que la Terre va exister, les satellites qui sont en orbite géostationnaire vont être présents. Par contre, les satellites qui sont sur orbite basse, sur orbite Léo, à moins de 2000 km, eux autres, ils finissent par redescendre tranquillement, pas vite, et ils finissent par rentrer dans l'atmosphère terrestre. D'ailleurs, chaque semaine, il y a des satellites qui brûlent dans l'atmosphère terrestre. Quand vous voyez des étoiles filantes, c'est probablement des météorites, mais dans certains cas, ça pourrait être un satellite qui a fini sa vie, qui brûle à l'atmosphère et qui pose aucun danger. Donc, plus vous êtes haut, plus vous restez longtemps dans l'espace, moins vous êtes haut, plus vous restez peu de temps dans l'espace. Dans le cas de la Station spatiale internationale, qui se trouve à 400 km d'altitude, bien, si on n'augmentait pas régulièrement son orbite, au bout de peut-être 2 ans, elle finirait par retomber puis brûler dans l'atmosphère terrestre, mais régulièrement, on se sert de moteurs fusées pour replacer son altitude à 400 km. Mais si on cessait de faire ça, la station finirait par retomber sur Terre. Mmh. Et donc, du coup, en parlant de ces altitudes orbitales, à quel moment on se trouve vraiment dans l'espace? Par exemple, on a vu, même encore récemment, des touristes là, qui s'aventurent à bord de fusées à 80 à 100 km d'altitude. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont dans l'espace ou ils sont juste en promenade aérienne?
Ils sont juste en promenade aérienne. Pour plusieurs raisons. D'abord, à cette altitude-là, là, à 100 km, il y a encore de l'air. Il y a tellement d'air qu'on ne peut pas placer de satellite à 100 km d'altitude et il ne resterait pas plus que quelques heures tout au plus. Il y a beaucoup d'air à cette altitude-là. Fait que quand les touristes montent à 80 ou à 100 km d'altitude, ils sont encore dans l'atmosphère terrestre. Et comme je l'ai dit tantôt, l'espace ne commence pas à une certaine altitude. Il n'y a pas une frontière quelque part, mais c'est une question de vitesse. La preuve étant, c'est que dès les années 40, on envoyait des missiles V2 allemands, là, récupérés par les Américains et par les Soviétiques. On les envoyait à 400 km d'altitude, là où se trouve actuellement la Station spatiale internationale. Mais la fusée montait à 400 km d'altitude et elle retombait quelques minutes plus tard. On ne disait pas qu'on allait dans l'espace, on disait qu'on allait dans la haute atmosphère terrestre. Ce n'est qu'en 1957, quand on a lancé Sputnik, qui, lui, s'est placé en orbite terrestre quand les satellites ont commencé à aller à la vitesse de 28 000 km/h. Là, on s'est dit qu'on va dans l'espace. Là, on place des satellites dans l'espace. Fait que l'idée de monter à 80, à 100 ou à 200 ou même à 400 km d'altitude, vous n'êtes pas à proprement parler dans l'espace parce que vous n'êtes pas en orbite autour de la Terre. Fait que les fameux touristes qui disent qu'ils vont dans l'espace en montant à 100 km d'altitude, ils font juste aller dans la haute atmosphère, mais ils ne sont pas proprement dit dans l'espace. Pour aller dans l'espace, et j'insiste là-dessus, il faut aller à la vitesse de 28 000 km/h. Merci beaucoup, Claude. Alors, pour ma part, en guise de conclusion, j'ai pas forcément de questions complémentaires. Je pense qu'on a fait un bon tour de questions ensemble. J'ai peut-être juste deux petites choses à passer comme message. Le premier, c'est déjà que ça a été un plaisir d'intervenir sur ce balado. Déjà ne serait-ce que pour faire connaissance avec toi et puis pour avoir l'occasion de relayer peut-être quelques questions d'auditeurs. J'espère que le balado va les intéresser. Et puis le deuxième point, je dois dire quand même que je suis impressionné par la préparation associée à chaque balado, la préparation des contenus. J'ai reçu de ta part plusieurs pages de textes de préparation, c'était vraiment intéressant. Le montage audio est aussi une opération complexe et au nom des auditeurs, je tiens à te remercier et à vous remercier tous, Florent, Laurent, Dylan, et puis j'oublie pas aussi Mathieu qui a lancé ce balado avec toi. Donc un grand merci et un grand bravo aux équipes de Voyage dans l'espace. Ça a été vraiment, vraiment un plaisir de collaborer avec toi, Frédéric. D'ailleurs, c'est toujours un plaisir de collaborer. Tu n'étais pas le premier auditeur avec qui on fait un balado. C'est une expérience que j'aime partager et j'espère que je vous fais vivre une belle expérience. Et ça enrichit le balado. Hein. C'est toi qui nous as suggéré quelquefois des balados questions-réponses, dont celui-là. Et j'ai une formule qui intéresse beaucoup. Moi, j'apprécie beaucoup la participation des auditeurs. Beaucoup d'auditeurs nous écrivent pour nous suggérer des sujets de balado ou, par exemple, comme pour toi, qui nous amènent à une participation ensemble. C'est un des plaisirs de faire le balado, c'est de faire la connaissance de nos auditeurs. Il y en a beaucoup qui nous écrivent pour nous dire un peu qui ils sont, dans quel contexte ils écoutent le balado. J'adore, d'ailleurs, je leur réponds. D'ailleurs, souvent, on me pose des questions que je réponds directement. C'est un des plaisirs de faire le balado, c'est-à-dire d'apprendre à vous découvrir, de savoir que vous êtes là, de savoir qui nous écoute, dans quel contexte. C'est une aventure formidable de faire le balado. Ça fait 8 ans que je le fais et c'est toujours aussi intéressant comme si c'était au premier jour. C'est comme un amour du premier jour. Je dois dire, peut-être juste souligner que le balado se porte très bien. Nos codes d'écoute sont bonnes. Les gens participent. Il y a beaucoup de commentaires. C'est très, très plaisant à faire. Et il manque pas de sujet. Des fois, les gens se demandent si un jour il manquait de sujet. Non, il manque pas de sujet. Il manque plus de temps et d'énergie pour le faire. J'insiste pour dire, il y a quelques centaines de personnes qui nous supportent comme Patreon, qui nous cotisent chaque mois. Ça peut être 5 $, ça peut être même moins. La participation, l'appui des Patreons est extraordinairement important. Vous n'avez pas idée. Quand vous écoutez d'autres balados, souvent les gens vont le dire aussi, là, appuyez-nous. C'est très, très important. C'est très apprécié. Et je sais que les temps ne sont pas faciles pour la plupart des gens. Il y a même des gens qui ont dit, écoutez, je vais suspendre ma participation au Patreon parce que la situation ne leur est pas facile. Pas de problème, on comprend, là, c'est pas facile, mais sachez que ceux qui ont la gentillesse de nous appuyer, vous jouez un rôle très, très important et très apprécié à chaque mois. Honnêtement, là, on est content de faire le balado gratuitement, on est content qu'il soit diffusé à tout le monde, mais s'il n'y avait pas l'appui des Patreons, je pense que ça serait un peu... on aurait peut-être tendance à laisser tomber les choses, mais ce ne sera pas le cas.
Je vous invite donc à nous écrire si vous avez des commentaires, des suggestions, donc à nous écrire à baladovde@gmail.com. Qui sait où ça peut mener? Hein? Je pense pas que Cédric, quand il a pris contact avec nous il y a quelques mois, penserait qu'un jour il ferait un balado avec nous. Pas du tout. En tout cas, moi, honnêtement, Cédric, ce fut un plaisir de collaborer avec toi. Merci, Claude. Puis si jamais ça te tente, j'espère renouveler l'expérience éventuellement. Ah bah volontiers. Bon, ben, en terminant, je vous annonce, à moins de changer d'idée, parce que je suis en train de préparer le prochain balado. Le prochain balado, s'il n'y a pas de changement au programme, je vous raconterai l'histoire d'Ariane, qui est une étonnante histoire d'une fusée spatiale européenne. Donc, c'est notre prochain rendez-vous dans 2 semaines. Bonjour tout le monde et au plaisir!